C'est l'heure du tout premier menu crowdfunding en ASMR. Tenez-vous prêts. Bonjour à toutes et à tous, et non, bien évidemment que je vais pas vous faire le menu en ASMR, ça n'aurait aucun sens. C'était juste un petit clin d'œil pour les plus anciens abonnés de la chaîne qui reconnaîtront peut-être cette petite invitation au menu ASMR qu'on m'avait fait un jour. Quoi qu'il en soit, c'est donc Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre menu crowdfunding du dimanche, comme d'habitude, au rendez-vous. Avec cette semaine, vous allez voir un menu très léger, un menu allégé à 5% de matière grasse à peine, avec quelques projets assez intéressants mine de rien, mais en nombre assez restreint en revanche. Donc du coup, on va avoir 3 gros projets cette semaine, donc c'est assez paradoxal dans le sens où on en avait assez peu ces dernières semaines, mais toutefois, on aura assez peu de projets présentés au global dans cette semaine. Pour ce qui est maintenant de notre chaîne, l'évolution de la chaîne, il n'y a pas grand chose de plus à dire cette semaine. Vous le voyez, pour l'instant, pas de nouvelles vidéos au-delà du suivi et du menu habituel, même si je vais essayer de pondre 2 vidéos dans la semaine à venir en plus du suivi du menu crowdfunding comme à l'accoutumée bien évidemment. Et en l'état, pour l'instant, vous êtes 1938 ou 39, je crois, abonnés à la chaîne, donc bientôt 1940, et puis d'ici la fin du mois d'avril, j'espère, les 2000 abonnés pour fêter le 2e anniversaire, donc le début mai, le 2e anniversaire de la chaîne. Si vous étiez 2000, ce serait vraiment un beau petit chiffre bien rond. Je sais pas si on fera un concours cette année, comme on l'avait fait la dernière fois, ça me semblerait assez logique, mais on n'y a pas encore trop pensé. Faudrait qu'on y réfléchisse avec Xavier d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, on s'oriente maintenant vers le sondage de la semaine. Voici donc les résultats. Pour rappel, vous pouvez trouver le sondage de la semaine prochaine dans la description de cette vidéo. Comme chaque semaine, vous pouvez aller donc voter pour les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Et donc cette semaine, il y avait un sondage assez léger, bien évidemment, comme le menu lui-même est assez léger cette semaine. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de nouveaux projets dans le sondage, même si, comme d'habitude, il y a des projets qui nous passent un petit peu sous le nez, que je n'avais pas vu avant leur lancement. Donc bien évidemment, on va présenter un peu plus de projets que ce qui est apparent ici. Pour ce qui est donc de cette semaine, d'ailleurs j'ai aussi oublié le rien pour moi cette semaine que je mets en général, mais donc j'avais oublié cette semaine. Pas de projet à 0 voix, étonnamment, ça peut arriver en général assez souvent, mais là c'est pas le cas. Avec même Caged In, ce jeu de MMA sur GameFound, avec 2 voix quand même malgré tout. Mais au-delà de ça, on aura donc 3 gros projets cette semaine, à savoir The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, donc le nouveau projet de Cheap Theory Games dans l'univers de The Elder Scrolls, donc un gros projet qui va faire beaucoup d'argent. Et qui va coûter beaucoup d'argent aussi. Ensuite, The Thinning Veil qui revient pour sa 2e tentative, qu'on prendra un peu plus en détail que la précédente fois, j'articule pas, parce que c'est toujours aussi intéressant, même si, comme la première fois, en fait, ça vient d'un éditeur assez peu connu, en fait, qui sort son tout premier projet, même si la 2e tentative ici, et ils ont toujours un petit peu cette même difficulté à vraiment lancer une campagne avec un fort élan qui attire beaucoup de gens. On verra. Et puis ensuite, Crown of Ash, parce que c'est un jeu que je suivais, que j'avais placé dans le top 25 des jeux que j'attendais pour cette année 2023 en début d'année. Et donc du coup il est arrivé, donc il faudra en parler un peu en détail. Tirnanog je me suis fait une petite faute d'orthographe ici d'ailleurs. Tirnanog a fait un beau parcours aussi avec 10 voix, mais on prendra dans les projets, disons, le plat principal, donc les projets médiums on va dire. Tout comme DEI, Divide et Impera, que je pensais voir plus haut dans le classement, puis finalement qui est à 9 voix, mais en même temps, c'est un jeu qui a déjà connu une campagne pour le jeu de base et qui revient uniquement pour des extensions, donc le jeu est déjà un petit peu connu, donc je pense que c'est aussi ça qui a joué un peu en sa défaveur. Quoi qu'il en soit, on est parti cette semaine avec un menu assez allégé comme je vous l'ai dit, on va essayer de passer donc un peu moins de temps que d'habitude, certainement, allez, jeudi 1h18, on verra bien ce que ça donne au final. On entre donc dans la première partie de cette vidéo, à savoir donc les entrées, les petits projets que je présente en l'espace d'1 ou 2 minutes rapidement, avec My Precious, ou avec l'accent de Gollum un petit peu, je sais pas s'il serait très convaincant, mais on va essayer. My Precious. Non, je suis pas très convaincant. Xavier le fait bien mieux que moi, je crois. C'est disponible en version francophone. Il y a un petit peu de texte sur les cartes, mais bon, ça devrait pas être très bloquant de toute manière, même si ça n'avait pas été disponible en français. Et donc, bien évidemment, ça reprend plus ou moins l'univers du Seigneur des Anneaux, même si il n'y a pas exactement la licence derrière. Donc, les noms sont un petit peu différents. La direction artistique est inspirée, mais pas
ouvertement utilisant la licence, on va dire. Et donc c'est un petit jeu qui va mêler la dextérité et la déduction sociale, on va dire. Pour l'instant, ça a engrangé 847 €, c'est très léger, avec 108 contributeurs, mais c'est financé. Mais bon, en même temps, c'est très léger parce que c'est un print and play qui coûte pas cher, bien évidemment. Et ce qui veut dire aussi qu'on n'aura pas de longue période d'attente avant d'être livré, puisque c'est un print and play, donc ce sera tout de suite après la fin de la campagne. C'est pour 4 à 8 joueurs, pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes, qui peuvent durer beaucoup moins de temps que ça d'ailleurs, c'est entre 5 et 20 minutes si je me réfère à ce qui était présenté sur BGG d'ailleurs. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes tenté par ce petit jeu d'ambiance qui pourra donc coûter assez peu cher, même s'il y a différents petits niveaux de pledge, 3, 5, 5, 7 $, pour acheter de nouveaux personnages notamment. Voilà, c'est à peu près tout pour My Precious, 108 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un projet un petit peu en parallèle, puisqu'il ne s'agit pas véritablement d'un jeu de société, mais d'objets que l'on peut utiliser dans des jeux de société, ou plus précisément dans des jeux de rôle en règle générale, à savoir des dés. Sauf que ceux-ci sont en métal et sont quand même très très classe, mais ils vont coûter assez cher aussi, bien évidemment. Pour l'instant, 638 contributeurs ont été séduits par l'aspect de ces dés, ma foi, très très classe, il faut bien le reconnaître. On a quand même des très très beaux dés avec des formes très particulières. Je sais pas si toutes les faces sont vraiment très très bien équilibrées, quand on voit qu'ici un 1 est beaucoup plus grand que le 5 ou ce qui s'y apparente, enfin je sais pas très bien. Bref, c'est assez joli, c'est assez classe, ça va être assez lourd aussi, donc attention, faut jouer avec des nappes ou des playmats, enfin des tapis de néoprène, parce que si vous jouez directement sur votre table en bois, il va y avoir des pets assez rapidement, mais en tout cas c'est très 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 classe. Par contre, j'ai pas très bien regardé les prix, mais à mon avis ça doit coûter un bras, une jambe et aussi l'intestin grêle, je pense, approximativement. Hein. Donc vous regarderez un petit peu par vous-même, c'est pas un projet sur lequel je vais m'épandre trop longtemps parce que c'est pas vraiment un jeu de société, mais c'est quand même terriblement classe pour tous les amateurs de jeux de rôle, ça peut être assez sympatoche. D'ailleurs quand même 638 contributeurs, c'est pas rien pour ce projet grec, c'est d'ailleurs le premier projet de Amber Forge, donc c'est plutôt une belle réception pour le coup, avec 115 000 € d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. Et 115 000 € d'engrangés avec 638 contributeurs, ça vous laisse penser, ça vous laisse songer un petit peu au prix du dé à l'unité, ça doit être quand même assez cher, même si je pense que les gens prennent des lots avec plusieurs dés, bien évidemment. On enchaîne avec Chemical Overload, un petit jeu qui nous vient de Rebirth Game, premier projet, c'est donc un primo-éditeur sur Kickstarter et qui nous vient avec un jeu qui, ma foi, très bien illustré, une très jolie petite DA pour ce jeu, pour un primo-éditeur, c'est quand même pas mal du tout, ma foi, ça fait assez pro, d'ailleurs la campagne est plutôt bien présentée, ça a ce côté un petit peu amateur qui lance sa première campagne, mais quand même, c'est plutôt clair, c'est plutôt précis, ça présente plutôt bien le jeu et c'est plutôt joliment illustré encore une fois. Donc Chemical Overload, c'est un petit jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 45 à 75 minutes, c'est pour 14 ans et plus, même si je pense qu'on peut y jouer un peu plus tôt que ça à mon avis, et c'est un jeu qui a en son cœur deux mécanismes qui sont le deck building et le tableau building, avec apparemment un petit twist au niveau du deck building, avec une notion de toxine, si j'ai bien compris, qui viendra aussi influencer votre prise de décision quant au deck building, justement à l'opportunité de prendre de nouvelles cartes, et ce que ça peut impliquer en termes de résultats négatifs ou positifs. Pour l'instant, 105 contributeurs, 8 000 € d'engrangés sur 18 000 nécessaires, donc on n'est pas financé, on n'est même pas à 50%. En fin de première semaine, hein, vous le savez, vous avez l'habitude, si vous suivez le menu crowdfunding depuis quand même assez longtemps, vous savez qu'en fin de première semaine, si on n'a pas 50% de financement, c'est que ça risque d'être un petit peu compliqué, même si, de temps en temps, il y a de petits miracles comme Lore qu'on a vu précédemment il y a quelques semaines et qui finalement a financé assez aisément, et tant mieux pour eux, parce que c'était un beau projet d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, il reste 27 jours avant la fin de la campagne, donc largement le temps de justement entrevoir un potentiel miracle, on verra bien. C'est quand même un jeu qui s'y prête plutôt bien, un jeu assez simple d'accès, assez accessible, assez joliment illustré. Je pense que c'est un jeu qui pourrait rencontrer un bon petit succès et chercher 600, 700, 800 contributeurs par exemple. En plus, il y a une petite version Deluxe qui vient enrichir un petit peu le contenu. Vous avez ici différents niveaux de pledge bien évidemment, avec la standard à 45 $, la Deluxe à 76, alors bon c'est un petit peu plus cher bien évidemment, mais ça vous propose aussi de nouveaux niveaux de difficulté pour le solo, ça vous propose aussi des potions pour le solo, et les tokens sont un petit peu upgradés. Est-ce qu'ils sont en bois pour le coup? J'ai pas tellement checké. Ah, apparemment d'ailleurs les pièces seront en métal et les gemmes en plastique, alors que c'était peut-être pas le cas pour la boîte de base j'imagine. Donc voilà, vous avez une petite offre de Deluxifié éventuellement, et même un all-in potentiellement avec les protège-cartes pour l'ensemble du jeu. Mais par contre, ça fait un petit peu cher, on passe de 76 à 132. Mais apparemment des potions qui sont exclusives à Kickstarter, donc là aussi ça peut se justifier en partie. Et puis il y a aussi des néoprènes pour remplacer le plateau de jeu, donc oui, effectivement ça rajoute de la valeur. Ceci explique cela. Voilà tout pour Chemical Overload, qui pour l'instant commence un petit peu difficilement sa campagne, même si c'est un jeu que je verrais bien finir aux alentours de 600 contributeurs malgré tout, et réussir à financer. Mais c'est pas garanti, en l'état ça commence pas très bien quand même.
On enchaîne avec un petit jeu d'ambiance un petit peu long, hein, entre 1 et 2 heures de jeu pour Cozy Juicy Real, qui est un jeu de discussion. En fait, on va se poser des questions un petit peu inhabituelles, un petit peu originales, pour tisser des relations sociales avec nos amis. Donc pour des parties assez longues, comme je disais, hein, 60 à 120 minutes pour 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus. C'est un jeu relativement abordable, hein, 29$, mais attention, qui dit jeu à base de discussion, de questions-réponses, etc., dit nécessité éventuellement, si votre groupe n'est pas spécialement très compétent en anglais, d'avoir une certaine compétence quand même avec la langue de Shakespeare. Et si c'est pas le cas, ben c'est dommage parce que Cozy Juicy Real n'est pas disponible en version francophone durant la campagne. On verra si un jour c'est le cas, mais en l'état c'est pas le cas. Et donc vous aurez donc l'option d'avoir tout un tas de questions qui vous seront posées, des questions plus ou moins originales, plus ou moins inhabituelles, et qui vous permettront donc d'aller faire du tissu social, on va dire, hein, avec les personnes autour de la table, que vous le connaissiez ou non. Voilà donc pour Cozy Juicy Real, et juste pour le prix du pledge, par curiosité, ça doit pas... J'ai vu tout à l'heure 29$, ceci dit j'ai une connerie, 19$ pour le digital, donc pour la version digitale, donc uniquement en PDF j'imagine, et puis 29$ si vous voulez la version, comment dirais-je, en physique, plus apparemment une appli également, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il y aura la version digitale, parce qu'apparemment c'est un jeu qui ne sera pas en PDF comme je le pensais tout à l'heure en digital, mais c'est pas un PDF. Si, c'est également en PDF, mais il y aura aussi une version digitale sur application apparemment. Ok. Et puis ensuite, on aura aussi Juice It Up, donc pour avoir des extensions supplémentaires, j'imagine, avec de nouvelles questions. Le tout pour un peu plus cher certainement. Ça va coûter 35$. Voilà. Bon, vous regardez, il y a encore d'autres petites extensions par-ci par-là, d'autres niveaux de pledge. Donc ça peut coûter potentiellement un peu plus cher, mais globalement ça reste abordable. Mais attention, si vous ne disposez pas d'un niveau suffisamment conséquent dans la langue de Shakespeare, c'est pas forcément à conseiller. Voilà pour Cozy Juicy Real, qui pour l'instant s'en sort plutôt bien. 323 contributeurs, c'est pourtant pas forcément le type de jeu qui plaît le plus sur Kickstarter, mais pour l'instant ça marche plutôt bien pour eux. À 27 jours de la fin de la campagne, déjà 15 000€ d'engrangés. On enchaîne avec un projet que j'ai mentionné tout à l'heure dans le sondage de la semaine, à savoir Caged In, un jeu de MMA. Oui, ce sport de combat qui est très populaire depuis quoi, 5-10 ans maintenant. Il fallait bien qu'il fasse son apparition un jour ou l'autre dans le monde du jeu de société, si ce n'était pas déjà fait avant d'ailleurs, je ne sais pas. Je me suis peut-être pas juste assez tenu au courant. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Caged In du côté de chez GameFound se prend un petit peu une patate, hein, une sorte de coup de genou au niveau du tympan, plus ou moins, hein, puisque 77 backers uniquement à 29 jours de la fin de la campagne. Et en même temps, je me disais avant le lancement de la campagne, est-ce que les fans de jeux de société sont vraiment très fans de MMA? Ça me semble être... Alors bien sûr qu'il y a une certaine porosité entre tous les genres de hobbies, bien évidemment, mais ça me semble être deux genres de hobbies relativement éloignés de l'un de l'autre, même si bien évidemment qu'il y a des parallèles, enfin des, comment dirais-je, des connexions à faire entre les deux, bien évidemment, d'où les 77 backers, mais je me demande si c'est un jeu qui plaira tellement dans le monde de jeux de société. Quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 2 joueurs, pour 10 ans et plus, pour 20 minutes, et donc on va se cassaner, on va se maraver la tronche, avec différentes techniques pour chacun des joueurs en présence, avec un petit peu d'arts martiaux, comment dirais-je, mix, on va dire, avec du judo, avec de la boxe taille, etc., de la boxe, du judo, de la lutte, que sais-je encore. Je n'ai jamais fait de MMA, vous le voyez à ma carrure, hein, je suis pas un combattant. J'aurais voulu un petit peu m'y mettre, parce que voilà, c'est quand même bon de savoir se défendre un minimum, mais la flemme quoi. Voilà, d'autres priorités dans la vie. Une bonne excuse pour être flemmard. Quoi qu'il en soit, vous voyez un petit peu ce que ça peut contenir en termes de matériel, c'est pas flamboyant en termes de direction artistique, hein, soyons très honnêtes. Les miniatures sont là, ceci dit, pour faire le petit côté waouh du plateau sur la table, mais c'est quand même pas fantasmagorique en termes de visuel. Ensuite, pour ce qui est du pledge de base, quand même 35$, 40, 100 éventuellement si vous prenez un autre jeu du même éditeur. Et puis 500 si vous prenez un pledge vraiment très orienté mécénat pour avoir les autres jeux du même éditeur, ainsi qu'un t-shirt de l'éditeur que personne ne connaît. C'est pas super intéressant en soi. Mais bon, pour le pledge de base, 35$, plus éventuellement 40 si vous prenez une option supplémentaire. Je vais mettre quelques petits ajouts par-ci par-là, peut-être des cartes supplémentaires, je ne sais pas, j'ai pas fouillé en détail. En tout cas, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Caged In MMA Card Combat, avec pour l'instant 77 contributeurs, 3000€ d'engrangés seulement, avec un seuil de financement assez loin, avec 15 000$ à atteindre. Il reste donc 75% à aller chercher. Ça va être compliqué, mais bon, il reste environ un mois, ceci dit.
On termine la première partie de cette vidéo avec The Veil Between Worlds, un jeu qui est précédemment sorti apparemment il y a 5 ans, c'est apparemment une nouvelle campagne pour le 5e anniversaire du jeu, qui était précédemment sorti mais pas sur Kickstarter, puisque Death Angel Entertainment lance son premier projet sur Kickstarter, donc a priori c'était pas sur Kickstarter ou alors sous un autre nom. Donc c'est un jeu de deck building qui revient sur Kickstarter avec un nouveau mode solo coop en dungeon crawl pour une extension à The Veil, 107 contributeurs pour l'instant, 8275 € d'engrangés, donc c'est largement financé, à 32 jours de la fin de la campagne, donc pour l'instant le projet se porte plutôt bien, c'est pour 1 à 5 joueurs, pour 45 minutes la partie, donc relativement court, relativement facile à sortir, 14 ans et plus, avec différents niveaux de pledge là encore, 15 $ pour le Green Tier qui contient uniquement l'extension Between Worlds, donc il faudra déjà posséder le jeu de base bien évidemment, le Blue Tier qui vous proposera de mettre la main sur le jeu de base justement, ou le Red Tier pour avoir les deux, donc l'extension plus le jeu de base, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut aller chercher assez cher pour aller jusqu'au Black Tier à 229 $, c'est quand même assez chéro par contre, mais pour le reste c'est un jeu de deck building relativement classique dans un univers de Epic Fantasy, Dark Fantasy relativement classique lui aussi, mais plutôt bien illustré ceci dit, c'est pas vilain, mais bon c'est relativement classique, ça vient pas révolutionner grand chose au demeurant. Voilà donc pour The Veil Between Worlds, 107 contributeurs, 32 jours avant la fin de la campagne et 8275 € d'engrangés. Et ma foi, c'est tout pour les petits projets de la semaine, les entrées. On va donc maintenant pouvoir passer au plat principal. Exploration, gestion de ressources, contrôle de territoire, asymétrie, un petit peu de deck building si j'ai bien compris également. Vous avez une recette assez riche pour ce qui est de DEI, Divide et Impera, qui revient sur GameFound pour une nouvelle extension et une réimpression du jeu de base également. C'est le nouveau projet de Ludus Magnus Studio. Alors je crois que maintenant ils sont un peu plus du côté de chez GameFound pour le coup, mais à l'origine ils étaient plutôt connus pour leur projet sur Kickstarter. Du coup, c'est le premier projet sur GameFound pour eux, mais vous les connaissez certainement pour bien d'autres jeux que DEI sur Kickstarter. Ils en avaient fait masse, comme par exemple Black Rose Wars, pour ne citer que le plus connu, mais également Dungeonology, qui n'était pas forcément celui qui avait reçu le meilleur accueil. Quoi qu'il en soit, DEI avait donc connu une première campagne sur Kickstarter à l'époque, et c'était un beau succès d'ailleurs, et ils reviennent avec donc cette nouvelle extension et la réimpression du jeu. C'est toujours pour 2 à 4 joueurs, pour des parties relativement courtes, pour un jeu de ce genre assez riche en miniatures qui plus est, avec 75 minutes la partie, 14 ans et plus. C'est donc un jeu qui vous propose un monde un petit peu post-apocalyptique, dans lequel le monde est un peu dans une période glaciaire, un peu façon transpersonnage par exemple, et donc il va falloir un petit peu explorer la ville de Londres complètement gelée pour aller trouver du loot, en gros des trésors perdus, pour pouvoir les revendre à une sorte de faction, j'ai oublié son nom, bref ça n'a aucune importance en soi, mais bref c'est un jeu asymétrique avec donc comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu de contrôle du territoire, un petit peu de gestion de ressources, un petit peu d'exploration avec une map hautement modulable qui sera différente à chaque partie, et c'est un jeu qui aura aussi pas mal de petites miniatures comme vous le voyez ici. C'est un jeu qui a aussi une belle note sur BGG pour l'instant avec du 7.8 sur BGG, avec un nombre de notes assez conséquent, d'évaluations assez conséquentes, ce qui veut dire que c'est plutôt fiable en termes de notation, parce que parfois on voit certaines campagnes qui affichent un 8.2 par exemple sur BGG avec 15 évaluations, autrement dit ça veut rien dire, mais pour le coup DEI a quand même un nombre d'évaluations assez conséquent, donc on peut estimer que 7.8 c'est quand même un jeu qui a une certaine cote de popularité, une certaine cote qui lui confère une sorte de statut de valeur sûre on va dire. Continuons un petit peu pour voir ce qu'il y a de nouveau. D'ailleurs aussi, même si je pense qu'on verra la vidéo un peu plus dans la page, sachez que Nyx en a fait une vidéo très récemment pour vous présenter un petit peu le jeu et ce qui a été ajouté de nouveau durant cette campagne de Divide et Impera. Donc bien évidemment, je vous renvoie comme à chaque fois qu'il fait une vidéo sur la chaîne de Nyx, qui fait toujours des vidéos de grande qualité bien évidemment. Et donc ici, on a une petite citation de notre cher ami Nyx qui nous dit que DEI est un jeu vraiment tendu, qui a une forte valeur de rejouabilité on va dire, notamment dû à ses différentes facettes et ses différentes conditions de victoire, ainsi que le peu d'action qui en font un jeu relativement simple et abordable aussi. Pour le rappel de la core box, donc la boîte de base, vous avez déjà tout un tas de miniatures pour chacune des factions qui sont plutôt joliment détaillées, c'est comme toujours du très bon boulot visuellement parlant de la part de Ludus Magnus Studio qui a toujours de très belles miniatures, que l'on voit ici avec des mechas notamment.
mais on va aussi s'apesantir un petit peu plus sur le contenu nouveau, comme ici avec Faith in Anarchy par exemple, avec encore une fois de nouvelles miniatures, de nouvelles cartes, plein de nouveaux matos, avec je crois une nouvelle faction, peut-être les Breachers, enfin bref, je n'y connais pas grand chose, hein. Je n'ai jamais joué au jeu, donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes, reportez-vous plutôt vers les vidéos de Nyx si vous voulez un joueur qui y a véritablement joué, qui a un retour sur le jeu. Tiens, ça fait penser à Townsfolk Tossal, je sais pas ce que ça fout là pour le coup, mais quoi qu'il en soit, le petit Why Back Now, histoire de dire qu'il y a un intérêt particulier à backer durant la campagne plutôt que d'attendre une potentielle sortie en boutique. D'abord parce que vous avez le Candy Boost Pack qui vous propose différentes nouveautés en termes de matériel, comme 12 nouvelles cartes de marché, 12 petits repose miniatures en plastique pour vos leaders de faction, 12 faction sheets comme ils appellent ça, donc des aides de jeu je pense pour chacune des factions par exemple, le tout gratos au lieu d'avoir à payer pour 10 € pour l'obtenir par exemple. Au-delà de ça, Faith in Anarchy, donc c'est 49 € pour l'extension Faith in Anarchy que vous voyez ici, plus le petit Candy Boost Pack que vous avez aperçu tout à l'heure. Ensuite on a le Leader Reward à 139 € qui vous permet de mettre la main sur le jeu de base, plus White Death, plus la Candy Boost qu'on a vu tout à l'heure. Et puis finalement le All-in à 279 €. Oui, ça coûte cher, mais apparemment il y a un petit discount de 138 € pardon, sur le pledge en question par rapport au prix en boutique. Donc si on s'en fie à ça, c'est pas forcément toujours exact, c'est potentiellement assez intéressant malgré tout, pour avoir donc la core box, donc la boîte de base, plus Faith in Anarchy, plus Old London, plus Cash and Rad, plus Penny Boom, donc un nouveau personnage, plus Mad Max, je sais pas s'ils ont les droits, mais bon, en tout cas, ils se le procurent, plus des ressources en PVC plutôt qu'en carton, j'imagine, plus White Death, qui sera donc gratuite durant le pledge, plus The Citadel gratuit durant le pledge, et puis Candy Boost gratuit également, bien sûr. Donc c'est un pledge assez consistant en termes de contenu, avec pas mal de contenu gratos d'ailleurs, par rapport à l'ajout d'add-on potentiel, par exemple. Ceci dit, en parlant d'add-on, vous pouvez aussi prendre les boîtes de votre choix en add-on. Par exemple, si vous aviez seulement manqué de Citadel durant la première campagne, vous pouvez mettre la main dessus, mais désormais, en add-on, c'est possible. Ensuite, on va passer très rapidement sur le gameplay, parce que je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, hein, donc l'exploration, la collecte de ressources et la conquête de nouveaux territoires. Ce sont donc les principaux mécanismes qui entrent en ligne de compte et en considération pour ce qui est de DEI. Ensuite, vous avez aussi le développement de votre propre faction, puisque vous allez chercher à obtenir de nouvelles cartes. C'est pas donc du deck building, mais c'est du tableau building, on va dire, pour aller enrichir votre faction et la rendre plus puissante encore. Ensuite, vous avez l'utilisation de drones apparemment dans ce jeu. Là par contre je l'ignorais, j'avais pas vu ça tout à l'heure quand j'avais checké la campagne, mais apparemment vous aurez aussi la possibilité d'aller utiliser des drones, mais je ne sais pas dans quelle en est l'utilisation. Il faudra pour ça aller consulter la vidéo de Nyx qui vous en apprendra bien plus à mon avis. Quoi qu'il en soit, le livret de règles est disponible déjà en français, donc ça aussi une très bonne nouvelle. Pour ceux qui s'intéresseraient au jeu, vous avez la disponibilité en français de le faire, de le lire pour éventuellement avoir un premier aperçu. Ensuite, tout un tas de vidéos, parmi lesquelles donc la vidéo de Nyx, qui vous en donnera quelques informations complémentaires bien plus complètes que je ne pourrais le faire. Hein, rapidement, tiens, c'est une vidéo avec la pub. Donc Divider et Impera, les règles, le guide complet, le tout en... On va essayer de zapper la pub assez rapidement, parce que sinon ça va nous pourrir notre temps. Voilà, zappons, hop. Donc voilà, notre cher beau gosse Nyx, qui donc résumera en 36 minutes en gros le jeu et le guide complet des ajouts de cette nouvelle campagne. Ensuite, on va passer directement aux frais de port sans perdre trop de temps. Pour ce qui est de l'Union Européenne, c'est ici 13, 18, 29 € en fonction du pledge que vous allez choisir, bien évidemment. Et prenez en compte également, n'oubliez pas hein, que la TVA est incluse dans le prix du pledge, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, ça évite d'avoir à sortir un petit bifton supplémentaire dans un potentiel pledge manager. Ensuite, pour ce qui est du Canada, 15, 23, 38, c'est pas très différent, mais quand même un peu plus cher comme d'habitude. Hein. Pour nous qui sommes au Japon, 33, 38, 59, c'est bien sûr encore un peu plus cher. Pour ce qui est de notre cher ami Expat Meeple, tu dois être à 68, 75, 129 je pense. Auquel cas, bon bah j'espère que tu vas pas te saigner aux 80, ça veut rien dire, hein, mais pour obtenir DEI, c'est quand même très 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 cher pour toi ma foi. Et nos amis suisses, où sont-ils nos amis suisses? Rest of Europe j'imagine, 16, 21, 34, bon c'est pas très très différent pour le coup. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour DEI, Divide et Impera, qui pour l'instant a accumulé 903 backers, ce qui n'est pas extraordinaire en réalité, hein, pour une première semaine de campagne de Ludus Magnus Studio, qui est habitué à des plus grands succès, qui plus est sur un jeu qui est déjà sorti et qui a déjà une belle cote d'amour.
903 backers, c'est pas énorme, mais en même temps, on verra que sur Kickstarter, pardon, pas sur Kickstarter, mais sur GameFound cette semaine, il y a aussi un gros concurrent qui certainement aspire beaucoup de backers vers lui plutôt que vers la campagne de DEI. Donc bon, ça peut aussi s'expliquer en partie par cette raison-là. Mais ceci dit, il reste 7 jours avant la fin de la campagne très courte pour le coup, et c'est déjà financé avec 120 000 €. Voilà pour ce qui est de DEI. On continue avec Tirnanog Between Worlds, le nouveau projet de Ground Gamers Guild qui lui aussi pour le coup a fait son déménagement sur GameFound après avoir proposé pas mal de projets sur Kickstarter, notamment vous les connaissez peut-être pour Endangered qui avait fait un très beau succès à l'époque, notamment grâce à sa nouvelle extension New Species qui avait fait quand même 2000 contributeurs à l'époque, mais c'est aussi à eux que l'on doit Gorinto, ou encore la version US de The Belgian Beers Race, ou encore The Artemis Odyssey, etc. Donc pas mal de jeux qui avaient fait des succès plus ou moins conséquents sur Kickstarter, et qui fait donc son déménagement sur GameFound avec un nouveau jeu intitulé Tirnanog. Alors c'est du Celt, alors je ne sais pas comment c'est censé se prononcer, mais on va dire ça Tirnanog ou Between Worlds, ça ira plus vite. Et pour l'instant le jeu est financé avec 105%, 19 000 $ d'engrangés, 512 backers, ce qui n'est pas ridicule pour un déménagement d'un éditeur qui fait pas généralement des énormes scores sur Kickstarter, donc c'est plutôt bien accueilli. 13 jours avant la fin de la campagne, c'est un jeu fortement inspiré par les mythes celtes, donc bien évidemment, c'est pour 1 à 5 joueurs, et ça mêle le set collection avec le draft et le tableau building, on va dire également. Ça peut se jouer en solo comme en multijoueur pour des parties assez courtes de 45 minutes environ, 13 ans et plus pour ce qui est de l'âge de jeu. Et vous le voyez, c'est un jeu qui, sur la table, paye pas de mine, c'est pas fantasmagorique en termes de matériel. Par contre, c'est assez joliment illustré. La boîte, même si c'est dans un style qui plaira pas forcément à tout le monde, est plutôt jolie. Et en plus de ça, ça coûte pas trop cher, hein, 36 $ pour la version Deluxe. Et pour ce qui est d'une version standard, eh ben, on voit pas de pledge. Vous le voyez, hein, c'est la Deluxe ou rien, parce qu'il y a aussi un pledge retail. Donc j'imagine que ce sera peut-être... non, c'est même aussi pour les Deluxe également, hein, c'est Deluxe Edition, donc où se trouve la version standard. C'est une bonne question, peut-être qu'elle sortira uniquement par la suite en boutique, pour les boutiques qui n'auront pas précédemment pris les versions Deluxe via le Retailer Pledge. Mais bon, en soi même le Deluxe est pas très cher, hein, 36 $ uniquement, mais bon, en même temps pour un jeu de set collection et de draft qui comporte exclusivement quasiment, j'ai dit, hein, des cartes, c'est pas un jeu qui coûte très cher à produire, donc ça peut se comprendre. Direction artistique assez particulière, hein, là encore je pense que ça plaira pas à tout le monde, même si personnellement je trouve ça assez joli. Et on voit que donc toutes les cartes ont des valeurs différentes, et puis également parfois des effets instantanés ou plus permanents, j'ai l'impression, hein, ici on voit un petit ongoing, qui vraisemblablement voudrait dire que c'est un effet permanent. Et donc en fait on va drafter un certain nombre de cartes sur différents nombres de tours, et on va tout simplement scorer en fin de partie pour voir lequel d'entre nous aurait réussi à vivre la plus belle saga de cette mythologie celte. Voilà. Pour le contenu, vous voyez un petit peu le reste. Au-delà des cartes, on a aussi quelques petits tokens en bois, plutôt joliment décorés avec du petit screen print, avec une jolie petite harpe là par exemple. On a aussi les composants Deluxe que vous voyez ici, qui seront apparemment pour une valeur de 15 $ et gratuitement inclus dans la campagne de GameFound, et qui vraisemblablement ne seront pas dans la boîte de la version standard, s'il y a un jour une version standard. Voilà un petit peu l'allure que ça peut avoir aussi sur la table. Le how to play, on va passer assez rapidement, j'ai déjà mentionné les différents aspects principaux de ce jeu, donc le draft, le tableau building on va dire, et puis également le set collection, pour enfin pouvoir scorer en fonction des différentes combinaisons de cartes, ainsi que les effets qui sont inscrits sur ces dernières. Ensuite, vous pouvez tester le jeu, je crois, sur une version print and play, c'est ça. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le tester en print and play pour vous faire une idée. Il me semblait qu'il y avait aussi une version en TTS, mais peut-être que j'ai mélangé avec un autre projet cette semaine. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des shipping fees, donc des frais de port, eh bien pour ce qui est de la zone Europe, donc avec la France, la Belgique par exemple, mais également le Canada, c'est 24 $ de frais de port. Donc c'est pas donné hein, pour ce qui est de ce jeu-là, puisqu'on l'a vu, 36 $ la boîte Deluxe, 24 $ de frais de port, c'est-à-dire que c'est quoi, c'est 2/3 en gros du prix du jeu de base. Pour les frais de port en eux-mêmes, c'est quand même un petit peu chéro, hein, même très chéro. Pour le Japon, c'est 28, pas très différent en réalité, et pour le Luxembourg également d'ailleurs. Et puis pour nos amis suisses, c'est 35, donc en gros, c'est le prix du jeu en frais de port. Est-ce que la TVA, la TVA sera collectée, j'imagine, par la suite, donc certainement dans le Pledge Manager. Donc ça aussi, ça sera un petit billet de plus à ajouter après la campagne.
Donc voilà pour ce qui est de Tirnanog, un joli petit jeu qui peut être assez sympatoche sur le papier en tout cas, à tester, d'ailleurs sur le papier puisque ce sera en print and play pour le test, mais qui est un petit peu cher en termes de frais de port pour l'Union Européenne ou même d'ailleurs chez nous au Japon. 512 backers, ceci dit, sont meutés sur le projet, donc c'est quand même pas si mal, avec 20 000 € d'engrangés. Un projet qui m'était complètement passé sous le radar, hein, il s'agit de The Last Kingdom, et pourtant, c'est le nouveau projet de Gameling Games, qui est quand même un des éditeurs les plus renommés de Kickstarter ces dernières années. C'est notamment à eux que l'on doit la série des Tiny Epic, qui sont, je crois, majoritairement disponibles en version francophone désormais, me semble-t-il. Et donc, cette fois-ci, ils reviennent avec un jeu à licence Netflix qui plus est, avec la série The Last Kingdom. Alors pour le coup, j'ai pas regardé, donc je ne sais pas si c'était une série de qualité, mais vraisemblablement oui, puisqu'ils en ont décidé de faire un portage en jeu de société. Gameling Games, donc, à qui l'on doit donc, la série des Tiny Epics, comme je le disais tout à l'heure, avec Tiny Epic Crimes, Tiny Epic Vikings, etc., qui font toujours d'énormes scores, hein, généralement entre 8 et 20-25 000 environ pour les Tiny Epic, et c'est globalement, c'est à peu près tout ce qu'ils font en général sur Kickstarter, même s'ils avaient effectivement aussi proposé Heroes of Land, Air and Sea, par exemple, qui a fait un très très beau succès outre-Atlantique, même s'ils avaient d'abord fait 2 campagnes qui s'étaient soldées par un échec à l'époque, mais maintenant c'est un jeu qui a une belle réputation, mais au-delà de ça, c'est essentiellement du Tiny Epic quelque chose, et du coup j'étais assez étonné de voir que c'est eux qui faisaient ce portage de la série The Last Kingdom en jeu de société, parce que du coup, les jeux de Tiny Epic sont connus justement pour être tiny, donc minuscules, et donc très facilement transportables, et là, clairement, c'est pas le cas, on est sur un jeu de société avec un format bien plus classique, avec une grosse boîte, avec des miniatures qui plus est, et puis un gros plateau, donc c'est assez atypique de leur part. Pour l'instant, c'est pas un énorme succès, c'est un jeu qui se base quand même sur une série assez connue, mais pour l'instant on est à seulement 932 contributeurs, donc on n'ira clairement pas chercher les mêmes résultats que les Tiny Epic de leur série habituelle. Ce sera certainement plus de l'ordre de 2000 contributeurs je pense, donc ça sera pas un gros succès, mais bon, il est financé avec actuellement 44 000 € d'engrangés et 14 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, par John DeClair, donc ça aussi j'aurais dû le mentionner un peu plus tôt. John DeClair c'est quand même un auteur de renom dans le monde du jeu de société ces dernières années, c'est notamment à lui que l'on doit Mystic Vale ou encore Dead Reckoning plus récemment, donc c'est un auteur de renom qui est derrière au fourneau pour The Last Kingdom, mais peut-être que c'est simplement la licence qui n'attire pas grand monde au final. Donc comme je le disais, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, et c'est pour des parties de 30 minutes par joueur autour de la table, donc potentiellement entre 1 heure et 2 heures, 2 heures et demie en gros. C'est donc un jeu qui se déroule donc en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne de l'époque, en 872, donc excusez-moi, et donc on est sur un jeu de politique et de guerroiement dans tous les sens. On va utiliser nos diverses factions que j'imagine être asymétriques pour se foutre sur la tronche les uns les autres. Autre chose qui peut expliquer en partie le désamour ou en tout cas le manque d'intérêt flagrant pour la campagne, parce que c'est quand même du Gameling Games et c'est un résultat assez peu convaincant en réalité, c'est peut-être l'utilisation de photos directement issues de la série. Je pense que, en tout cas c'est mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, la grande partie des joueurs sont pas très très fans d'utilisation de photos d'acteurs, de photos de séries ou même de... À la limite c'est un peu plus excusable, mais de visuels directement issus d'un jeu vidéo par exemple, dans un jeu de société. Ça fait un petit peu cheap, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que globalement c'est pas quelque chose qui est très très populaire. Je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus. C'est vrai que moi je trouve ça un petit peu cheap, un petit peu amateur pour le coup. Ça fait très... on n'a pas trop les droits, mais on l'utilise parce qu'on a envie de faire un petit hommage à la série. C'est certainement pas du tout le cas, parce qu'ils ont de toute façon la licence Netflix, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais... Je sais pas, ça fait un peu de cheapos, je suis pas très convaincu. Quoi qu'il en soit, descendons un petit peu pour aller voir ce qu'on peut avoir en termes de propositions, notamment au niveau des pledges. D'abord le petit In the Box, qu'y a-t-il dans la boîte, avec donc ce plateau de l'île de Grande-Bretagne que vous voyez ici, avec les différents écrans pour chacun des joueurs pour cacher leurs ressources. Ensuite, les petites cartes, ils nous disent que c'est des matchs, c'est pas du néoprène, attention, c'est pas du néoprène, c'est juste des cartes pour représenter vos leaders de faction. Ensuite, les cartes de leader qui vont avec. Ensuite, les cartes de Round 1, de Round 2, donc il y a différentes manches apparemment. Les différentes miniatures, on en a 18 apparemment ici. Ensuite, les tokens de armée, qui aussi en réalité sont des miniatures, hein, peut-être un peu moins de qualité, mais quand même.
Ensuite, on a tout un tas de marqueurs qui eux aussi sont à l'effigie des personnages de la série. Un peu cheap, décidément. Des tokens d'action, tout un tas de tokens de différentes sortes. Ensuite, on a une présentation des leaders, mais pas de leur éventuelle compétence asymétrique, en tout cas pas présentée ici. J'imagine qu'ils en ont. Voilà, c'est présenté ici. On en voit par exemple avec Uthred. Est-ce qu'on va comparer donc avec lui, King Alfred? Ouais, apparemment il y a quand même un petit peu d'asymétrie, ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal en l'état. Mais en même temps, on peut avoir confiance quand même en partie en l'éditeur, Gamelin Games, qui fait plutôt du bon boulot en général, et puis aussi l'auteur quand même, Jan Declair, qui est tout sauf un inconnu également. Donc c'est certainement un bon jeu, mais qui a peut-être pas forcément pris ça par le bon bout, on va dire. Quoi qu'il en soit, on va continuer pour essayer de voir les pledges, parce que j'ai toujours pas encore trouvé à l'heure où je vous parle. Les règles sont disponibles ici, mais c'est uniquement en anglais. De toute façon, il n'y a pas de version française durant la campagne, en tout cas pas pour l'instant. Ce sera peut-être annoncé par la suite. Continuons. Je vais essayer de vous trouver ça quand même assez rapidement. Je le trouve pas, donc je pense qu'on va directement aller sur le côté, à savoir... Ah non, c'est ici, excusez-moi. Donc les reward tiers, donc les pledges. 55$ pour le pledge de base que vous voyez ici. Et ça comprend apparemment toutes les sleeves nécessaires pour le jeu. Donc c'est pas très cher en réalité. Là-dessus, Gamelin Games s'en tient à sa ligne éditoriale habituelle, à savoir des jeux relativement accessibles en termes de tarifs. Donc 55€ pour la boîte avec les sleeves qui vont avec. Et c'est tout d'ailleurs, il n'y a qu'un seul pledge, ça c'est plutôt cool en revanche. Pour ce qui est des shipping en revanche, qu'en est-il? À quelle sauce va-t-on se faire manger? Pour le Canada, 15$, ok ça va. Pour l'Union Européenne, 15$ également pour la majorité des pays, donc ça c'est pas trop cher non plus. Par contre pour la Suisse, c'est 30$, c'est le double, ça pique un petit peu. Et pour les autres pays européens, donc j'imagine que ça doit être la Belgique, etc., la France, doit être dans le lot numéro 1, donc 15$ en gros. Et pour nous qui sommes au Japon, on n'est même pas dans la liste. Donc je crois qu'on n'a pas le droit de jouer à The Last Kingdom pour le coup. Pas que ce soit un jeu qui m'ait intéressé outre mesure, mais bon. Et la TVA sera collectée dans le Pledge Manager, donc ça fera un petit billet en plus à sortir. Voilà donc pour ce qui est de The Last Kingdom, le portage en jeu de société de la série Netflix. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz éventuellement si vous avez regardé la série Netflix, ce que vous en avez pensé également, si ça mérite un portage, et si le portage en question vous intéresse. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde au demeurant. 933 backers. C'est quand même conséquent, mais pour du Gamelin, c'est pas énorme. Pour du John Declair, c'est pas énorme non plus. 14 jours avant la fin de la campagne et 44 000€ d'engagé, c'est donc financé. Autre projet que je n'avais pas vu venir, Dungeon Saga Origins, un nouveau projet de dungeon crawler produit par l'éditeur anglais Mantic Games, que vous avez déjà vu aussi sur Kickstarter, certainement, notamment avec The Umbrella Academy, qui à l'époque n'avait pas financé d'ailleurs, mais surtout pour Hellboy, qui avait fait 6000 contributeurs, puis 5000 pour une seconde campagne avec extension. Vous les connaissez peut-être aussi pour Star Saga, qui à l'époque avait fait un 3000 tout rond, c'est assez rare, ou encore pour Dreadball, ou encore pour Dead Zone, Warpath, ou aussi pour... il y avait un jeu de Walking Dead, voilà, Walking Dead ici par exemple, donc un éditeur assez connu mais qui fait pas des scores aussi énormes que ça, à part quelques exceptions, notamment comme Dungeon Saga notamment, qui avait fait 6000 contributeurs. Et justement donc Dungeon Saga revient, mais cette fois-ci avec Dungeon Saga Origins, donc bien évidemment il s'agit d'une préquelle, une sorte de préquelle à Dungeon Saga, et donc un jeu de dungeon crawler, donc tout ce qui est de plus classique, avec des belles miniatures, un artwork assez sympatoche, c'est plutôt immersif pour le coup, ça se joue assez rapidement pour ce qui est de ce genre de jeu, en règle générale c'est quand même un peu plus long que ça. Dungeon Saga Origins, lui, vous propose des parties qui sont aux alentours de 1h30 si j'ai bien compris, avec plus de 80 heures de gameplay au total, et c'est assez accessible aussi en termes de règles, puisque vous le voyez, on est sur un jeu à 10+, pour ce qui est de l'âge, donc c'est un jeu certainement assez accessible, presque familial on pourrait dire, et donc pour 1 à 5 joueurs avec un vrai mode solo également, et une ribambelle de miniatures toutes plus jolies les unes que les autres. Au-delà de ça, c'est quand même hyper classique, on a 4 campagnes épiques, on a 40 autres quêtes que j'imagine être annexes certainement, et puis donc environ 80 miniatures très bien réalisées, ça c'est assez vrai. Pour le reste, vous le voyez, on aura différents personnages asymétriques que l'on pourra utiliser, dont on pourra prendre le contrôle au cours de nos différentes aventures, personnages qui vont potentiellement devenir de plus en plus forts grâce à certaines obtentions d'items ou autre chose de ce type-là. Ça peut être relativement intéressant, mais c'est quand même fondamentalement hyper classique. Reste que le matos est plutôt joli et qu'en plus on a droit à une petite VF avec en plus les règles disponibles ici. Donc il suffit de cliquer ici pour avoir l'accès aux règles en VF.
pour en prendre connaissance et voir si potentiellement ça pourrait vous plaire. Pour ce qui est des niveaux de pledge, on a le Legendary Pledge à 89, pardon, je ne sais plus lire les chiffres, à 89 livres anglaises, donc attention, c'est combien ça en euros actuellement? Ça va être aux alentours de 100 euros, j'imagine, 102 euros selon le tarif actuel, enfin selon le taux de change actuel entre le livre et l'euro, pardon, pour tout le contenu que vous apercevez ici, donc les différents héros, le Orlaf là, il a l'air d'être assez classe en termes de miniature, il est plutôt sympatoche. Donc les différents personnages, plus les différents livrets de scénario, ainsi que tous les ennemis, les adversaires que vous pourrez affronter, qui ont tous droit à des miniatures quand même plutôt bien réalisées, franchement, elles sont plutôt classe. Ensuite, les différents plateaux double face, j'imagine, oui c'est ça, double face, tout un tas de marqueurs dans tous les sens, bien évidemment, les items qui sont présentés par les cartes, les équipements, etc., etc. Ensuite, il y a aussi 3 extensions qui ajoutent chacune 10 quêtes épiques, toutes plus épiques les unes que les autres, avec encore plus de miniatures, encore plus de plateaux double face pour aller enrichir encore plus le jeu et avoir encore plus de rejouabilité. Daughters of Doom ensuite, qui est aussi inclus dans le pledge que j'ai cité tout à l'heure, avec encore plus de matos, bien évidemment. Ensuite, Mirrors of Malice, toujours contenu dans le pledge qu'on a cité tout à l'heure, hein, avec encore une extension et encore plus de matos. Jolie miniature, hein. Décidément les miniatures sont quand même très très bien réalisées. Et puis ensuite on arrive sur un Ultimate Pledge à 129 livres cette fois-ci, donc aux alentours de 150 j'imagine, 147 euros, j'étais presque, pour Everything from Legendary Pledge, autrement dit tout ce qu'on avait vu dans le pledge précédent, plus cette fois-ci des Overlord Screen, donc autrement dit non c'est un seul grand écran pour ce que j'imagine être une sorte de maître du jeu j'imagine, pourtant c'est pas un jeu de rôle à proprement parler, mais ça va être le cas si Overlord c'était un contre tous, auquel cas j'ai raté une information assez importante à vérifier, avec aussi un dice tray, donc un tapis de dés, peut-être en cuir ou en néoprène, je ne sais pas très bien, et puis justement un tapis de néoprène pour organiser votre table. Et ensuite, il y a aussi, au-delà de ça, tout un tas de miniatures pour des tuiles enfin pas des tuiles, mais du terrain, quoi, en gros, hein, ce qu'on appelle le terrain en anglais, donc en gros les portes, les barricades, les puits, les tonneaux, que sais-je, etc., pour aller ajouter un petit peu plus d'immersion à votre jeu, ainsi que des trésors en 3D également, etc., etc. Bref, au-delà de tous ces aspects en 3D, est-ce qu'il y a autre chose en termes de pledge? Non, c'est tout. On va maintenant pouvoir passer à la suite. Alors, d'abord ici, attention, puisque effectivement tout à l'heure j'ai parlé un petit peu trop vite d'une version francophone, puisqu'on avait vu qu'il y avait d'ailleurs une règle en français, je crois, mais pourtant le French Translation Pack est ici pour 250 backers français. Alors, attendez, est-ce que je me suis pas un peu mélangé les pinceaux avec la campagne précédente? J'ai bien cru voir qu'il y avait de la VF. Read in your language. Ouais, apparemment, ok. French. Alors, on va quand même cliquer dessus par acquis de conscience. Est-ce que c'est pas encore véritablement disponible? Bah, si, a priori, c'est disponible. Ah, ça doit être. Ok, ça doit être en PDF pour ce qui est de la règle en français pour l'instant, et potentiellement en version physique si on arrive à choper 250 backers français, j'imagine. Ça doit être quelque chose comme ça, j'imagine. French Translation Pack, oui, Pack, à mon avis, c'est une version physique, à mon avis, hein, certainement. Et attention. Ouh là là, ça c'est vilain, ça c'est très très vilain par contre. Language Add-ons, et ça par contre je l'avais pas vu, mais le Language Pack, en gros c'est du 12 livres de plus à débourser pour avoir la traduction en français, en espagnol, en italien, en allemand. Ouh, c'est vilain ça. Ça c'est vilain par contre. C'est pas les premiers qui font ça sur Kickstarter, mais c'est un procédé que j'apprécie vraiment pas des masses, quoi. Si vous voulez faire une traduction, ne punissez pas les backers de vous backer votre campagne en fait, parce que là c'est, enfin, vous tirez une balle dans le pied en fait en proposant aux backers de tel ou tel pays de payer plus cher pour avoir la même chose mais dans leur langue. Ouais, non, je suis toujours pas très très fan de cette approche-là, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous choque pas éventuellement, si c'est moi qui suis un petit peu con dans mon approche, mais je trouve ça un petit peu pernicieux comme approche personnellement. Je suis pas très très fan. Pour le shipping ensuite, pour l'Union Européenne, 13 à 15 livres en fonction de votre pledge, donc le Legendary ou le Ultimate. Pour le Canada, c'est 20 à 25 livres, et puis pour le Rest of the World, donc le Japon par exemple, ou encore l'Indonésie pour notre ami Expat Meeple, 40 à 45 livres de frais de port, donc c'est quand même assez cher aussi, et pour ce qui est de la TVA, ce sera à payer durant le Pledge Manager là aussi. Rien que de très classique, vous me direz. Voilà pour ce qui est de Dungeon Saga Origins, pour l'instant 1500 contributeurs, c'est plutôt un beau résultat, avec 183 000 € et 15 jours avant la fin de la campagne, mais je pense qu'en l'état, le petit Language Pack à 12 livres supplémentaires va pas forcément attirer grand monde, et en fait, pas forcément, on voit quand même 82 backers français, mine de rien.
Alors soit parce qu'ils sont tombés dans le panneau sans le vouloir, soit parce qu'ils s'en foutent des 12 livres de plus, soit parce qu'ils comptent le prendre en anglais, je ne sais pas après tout. Si vous l'avez backé, n'hésitez pas à nous expliquer les raisons de votre back, comme d'ailleurs pour tout autre jeu de la campagne, de la semaine du menu crowdfunding. Je serais curieux d'en savoir un peu plus concernant vos avis sur le sujet de ce language pack, pas gratuit et quand même assez cher au final. Voilà pour ce qui est de Dungeon Saga Origins. On enchaîne tout de suite avec Passengers, un projet qui aurait pu ou peut-être dû se trouver dans les entrées de la semaine, donc dans les tout petits projets de la semaine, mais en fait c'est un jeu dont on va certainement parler pas mal à l'avenir, et donc quand même je le mets dans les plats principaux, parce que c'est un jeu qui va faire parler de lui dans le sens où il est déjà prévu pour des localisations dans un paquet de langues d'ores et déjà. Notamment le français, hein, même si ce n'est pas mentionné ici, on voit le drapeau espagnol et le drapeau anglais, mais il y aura bien du français. Quoi qu'il en soit, c'est pour 4 à 8 joueurs, pour des parties de 45 minutes, et pour 12 ans et plus, et c'est donc un jeu de déduction sociale, avec également une part de bluff, et de, de traîtrise, de trahison. C'est actuellement avec 131 contributeurs, un projet qui a financé, mais sans strass et paillettes, et ceci dit, il reste 19 jours avant la fin de la campagne. Alors c'est un jeu qui vous propose une expérience entre la vie et la mort, hein, comme vous le voyez ici, c'est un design artistique assez particulier, avec une thématique assez particulière, mais au-delà de ça, c'est un jeu relativement classique en termes de mécanisme de déduction, qui saura certainement séduire pas mal de monde avec son approche artistique assez familiale, j'imagine, et c'est parti, pas trop longue, mais pas trop courte non plus, hein. 45 minutes pour un jeu de déduction, ça peut être assez long, malgré tout. Qui était dans la boîte d'abord un petit prix, 27€, c'est pas très cher, pour avoir les 6 plateaux assez larges, donc de bateaux de la fameuse rivière qui s'apparente un peu au Styx, la rivière qui nous mène vers l'autre bord, vers l'autre rivage, plus 12 esprits, c'est assez moche comme liaison, 12 démons, un Yester, je ne sais pas trop bien à quoi ça sert, mais c'est pour du solo apparemment. Ou une sorte plutôt de IA, parce que c'est pas un jeu qui se joue en solo, mais c'est peut-être une IA qui peut se jouer pour aller compléter certainement le nombre de joueurs qui pourraient manquer autour de la table. Plus un tas d'autres cartes complémentaires avec des petits pouvoirs particuliers, et ensuite des tokens de vote, ou encore des tokens de masque, et quelques petits cubes par-ci par-là. Il y a aussi une version deluxe à 37€ pour avoir l'accès à une ou des d'ailleurs, je ne sais pas, une pièce de métal assez classe d'ailleurs pour le coup, ainsi que les tokens de vote, cette fois-ci en bois un petit peu plus classe eux aussi, tout comme les masques eux aussi un petit peu deluxifiés. Je vous parlais tout à l'heure de localisation, vous le voyez ici, il y aura un paquet. Alors je parlais tout à l'heure de français, alors qu'en fait non, pas du tout. Donc excusez-moi, j'ai dit une connerie, il n'y a pas encore de version francophone, ou en tout cas elle n'est pas encore dévoilée, mais il y en aura pour l'espagnol, pour l'anglais, pour le tchèque, pour l'ukrainien, pour le coréen, l'allemand et la Chine, même si ces deux dernières feront des campagnes de financement participatif parallèlement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas encore de version française, donc excusez-moi, j'ai dit une connerie tout à l'heure. De toute façon, vous aurez vu peut-être qu'il n'y aura pas de petit drapeau en début d'intervention, donc vous aurez peut-être compris que j'avais dit une connerie. Quoi qu'il en soit, on continue assez rapidement vers les frais de port. Pour le reste, la déduction sociale, c'est assez classique, il y a des votes, etc., de la trahison. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliciter en plus pour ce qui est du gameplay. Donc les frais de port, sachez quand même, avant de parler des frais de port, que vous pouvez le tester sur Tabletopia éventuellement. Pour un jeu de ce type-là, c'est assez facile à prendre en main. Tabletopia n'est pas trop lourd non plus sur ce type de jeu-là, donc à mon avis, ça peut se faire assez facilement. Et donc, pour ce qui est de nos frais de port, eh bien, je ne les trouve pas. Il n'y a peut-être pas de frais de port, voilà, c'est gratos. Non, je dis une connerie. J'arrive pas à les trouver, hein, simplement, hein, c'est bête, mais pour le coup, je ne trouve pas les frais de port. Est-ce que si je cherche shipping... ok, ça c'est par contre assez moyen comme approche, parce que le shipping n'est pas encore prêt, on ne sait pas encore combien ça va coûter de vous livrer vos jeux, donc en l'état ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire pour le shipping, mais on n'a pas encore de chiffres exacts ou même approximatifs concernant le shipping. Donc il va falloir attendre quelques temps pour en apprendre un petit peu plus sur Passengers, mais du coup ils ont un petit peu manqué leur départ, quoi, hein, c'est un petit peu dommage. Mais bon, Passengers pour l'instant, 131 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, pas de VF, désolé j'ai dit une connerie. Mais voilà, c'est après tout. On enchaîne coup sur coup sur 2 projets présents sur Ulule cette semaine, et je m'en veux de les avoir ratés l'un comme l'autre pour le sondage de la semaine, parce que je pense qu'ils auraient pu recueillir pas mal de voix, parce que de toute façon c'est des projets français et donc francophones, donc un intérêt supplémentaire. Le premier, il s'agit de Biomos, le prochain jeu de Subverti,
que vous connaissez certainement pour leur précédent jeu qui vous proposait de jouer avec les lettres pour créer différents mots avec certains prérequis, certaines missions. J'arrive pas à me rappeler du titre alors que pourtant je l'aime bien, ce jeu je l'utilise parfois même en classe. Il s'agissait de Dictopia, voilà. Il y avait aussi Climato avant, mais d'abord Dictopia qui avait fait un beau résultat d'ailleurs à l'époque sur Ulule. Et donc Subverti nous revient cette fois-ci avec Biomos, dans lequel vous allez incarner une planète. Rien moins que ça. Hein, vous allez incarner une planète et vous allez développer la vie sur cette planète avec déjà 216 contributions, donc c'est quand même pas ridicule pour du Ulule, 20 jours avant la fin de la campagne qui s'est lancée le 29 mars, et pour l'instant a engrangé 7345 €, donc le financement est largement atteint déjà, et on va voir rapidement de quoi il s'agit, rapidement parce que sur Ulule tout est en français, donc vous n'avez pas spécialement besoin de moi pour véritablement découvrir le jeu, mais bon bref, pour résumer un petit peu, Biomos c'est un jeu de société dans lequel vous incarnez de jeunes planètes se développant plus ou moins paisiblement dans une galaxie fort lointaine. À l'approche de votre premier milliard d'années, vous vous lancez toutes et tous ensemble un titanesque défi, parce que oui, les planètes ont une conscience, développer la vie. Et vous le voyez en plus de ça, Biomos, comme c'était déjà le cas d'ailleurs pour leur précédent jeu, donc à savoir Dictopia, c'est un jeu qui est très abordable, avec 25 € pour la contrepartie que l'on voit ici à la une, pour le jeu de société Biomos, 25 €, donc c'est quand même pas très cher. Et il s'agit ici d'un système de précommande pour ce jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, donc plutôt très familial, et pour des parties très courtes, aux alentours de 20 minutes la partie. Et donc le but du jeu c'est d'avoir la planète hébergeant la plus grande biodiversité à la fin de la partie, et bien Biomos se déroule comme tel. Voilà, je vous laisse lire la règle du jeu, etc. Pour en apprendre un petit peu plus concernant le jeu. Je vais pas m'attarder plus que ça, puisque à chaque fois que l'on présente une campagne sur Ulule, tout est en français, il n'y a pas vraiment besoin de moi, et en plus de ça, d'autres l'ont fait mieux que moi, y compris par exemple la chaîne de Joue-tu qui en a présenté les règles ainsi que son avis sur le jeu, ou encore la zone de jeu de Gaelou, Simply et Chico. Je ne connaissais pas cette chaîne avant, donc du coup je vous salue Gaelou, Simply et Chico, après tout je ne connaissais pas, mais bonjour à vous si vous me regardez. Et puis vous avez aussi tout un tas d'autres chaînes ou blogs qui en font aussi quelques petits résumés de leurs impressions, et globalement c'est toujours très positif bien évidemment. De toute façon la qualité était au rendez-vous pour Dictopia, c'est un jeu radicalement différent en termes de gameplay, mais j'aime à penser que Subverti sait produire des jeux avec une certaine qualité en termes de gameplay également. Quoi qu'il en soit, c'est après tout. Je vais juste, pour rappel, voir les niveaux de pledge. Je n'ai vu qu'un seul tout à l'heure, c'était à 25, mais il y en avait d'autres, hein, je crois. 25 pour le pledge qui est ici, 20 pour le puzzle de la vallée luxuriante que l'on voit sur la couverture, pourquoi pas. 20 pour un puzzle de fond marin également. Voilà. Et puis 99 si vous voulez la totale, donc Biomos plus Dictopia, plus les deux puzzles, en gros. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Biomos, le nouveau jeu de Subverti qui est potentiellement très sympa, très familial, très court, à vous de voir. Et donc autre jeu qui a débarqué sur Ulule cette semaine et que je regrette de n'avoir pas vu précédemment, puisqu'il aurait pu faire beaucoup de votes dans le sondage de la semaine, il aurait peut-être même pu être présenté dans les gros projets de la semaine à mon avis. Il s'agit de Reflet d'Acide qui revient après plusieurs années sur Ulule pour un add-on et une réédition du jeu, puisque c'était un jeu qui est déjà connu une première édition il y a 4, 5, 6 ans si je me souviens bien. Et donc il revient sur Ulule avec déjà 707 contributions en 4 jours actuellement au moment où je m'enregistre, parce que je m'enregistre le 31 mars. Donc déjà quand même 707 contributions et 38 jours restants, donc on est sur une longue campagne, et 54 000 € d'engrangés déjà sur un objectif de 70 000 €, donc un objectif qui en plus a le mérite d'être honnête. On n'est pas sur Kickstarter, on est sur Ulule ici, et donc c'est un jeu qui vous propose de repénétrer dans l'univers de Reflet d'Acide qui, honte à moi, m'est inconnu, malheureusement. Je sais que Xavier ou un autre collègue, donc Julien, si tu nous regardes, on sait jamais, même si c'est pas un grand amateur de financement participatif, donc je ne pense pas qu'il nous regarde, mais bon, sait-on jamais. C'est un amateur, ce sont deux amateurs d'ailleurs, de Reflet d'Acide, et moi, pour le coup, je connais pas du tout l'univers, je sais que ça existe, je sais qu'ils en parlent souvent et qu'ils en disent le plus grand bien, mais je connais pas très bien l'univers de Reflet d'Acide. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure je vais vous parlais de jeux qui avaient précédemment financé, c'était donc en 2018, donc ça fait du coup 5 ans. Déjà 5 ans 2018, ça passe vite. Et à l'époque, il y avait quand même 3752 contributeurs sur Ulule pour Reflet d'Acide. Alors pourquoi ces 3700 contributeurs à l'époque sur Ulule? Parce que à l'origine, eh bien Reflet d'Acide c'était déjà connu. Au départ, il s'agit d'une fiction sonore créée en 2002 qui ensuite avait connu une adaptation en BD,
Puis ensuite, donc un jeu de plateau en 2018, donc un jeu fortement inspiré par l'univers étendu de Reflet d'Acide, ainsi que par les BD en termes de direction artistique bien évidemment. Tout autant de raisons qui avaient justifié donc la grande popularité de la première campagne. Et donc du coup, à l'origine, vous pouviez y jouer en coop, et en compétitif, et désormais vous pourrez même y jouer de 1 jusqu'à 12 joueurs, donc c'est quand même assez conséquent en termes de nombre de joueurs potentiels autour de la table, et puis il y aura aussi un assistant, un narrateur assistant interactif numérique, intitulé le nain du coup, pour vous permettre d'apprivoiser ce jeu expert, parce qu'apparemment oui, il s'agit d'un jeu expert. Alors vous me direz éventuellement ceux qui l'ont backé durant la première campagne en commentaire de la vidéo ce que vous en avez pensé, est-ce que vous le ressortez encore fréquemment, est-ce que le jeu est de qualité, est-ce que on y retrouve l'essence, la moelle, vraiment la substantifique moelle de l'œuvre d'origine, donc de la fiction sonore ou encore des BD. J'imagine que oui, parce que c'est le même auteur, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est l'auteur qui l'a conçu en collaboration avec d'autres personnes à partir de son œuvre d'origine, si mes souvenirs sont bons. Bref, un petit aperçu du contenu ici avec le plateau que vous voyez ici. Il y aura aussi tout un tas de cartes, j'imagine, derrière avec des tokens. Bref, j'y connais rien, mais c'est vraisemblablement un très bon jeu. Il y a ici une vidéo de Etrigan qui vous présente une partie solo réalisée en septembre 2022. Il y aura aussi donc l'accompagnateur, enfin le narrateur assistant, donc via une appli, j'imagine. Oui, ça, une appli qui vous permettra de naviguer à travers le jeu plus aisément. C'est un jeu assez riche avec beaucoup de contenu et qui viendra donc s'enrichir grâce à cette nouvelle campagne en vous permettant en plus d'aller y jouer à encore plus de joueurs. Vous avez ici un aperçu des différentes contreparties avec Addenda de base, Addenda Deluxe, boîte de jeu, boîte plus Addenda de base, et puis boîte plus addition, enfin Addenda Deluxe. Donc l'Addenda c'est l'extension en gros. Hein. Sachant que tous les petits trèfles à 4 feuilles que vous voyez ici, ça veut dire que c'est inclus ou non quand il n'y en a pas dans tel ou tel pledge quoi en gros. Hein. Ensuite, on va directement aller voir justement les différents nouveaux pledges qui sont donc ici. Alors le pledge mis en avant, c'est celui à 125 €. Pour ceux qui voudraient la boîte de jeu d'origine, plus l'Addenda Deluxe, plus un porte-clés, un t-shirt, un stylo et une piste de dés par exemple. Et je vois aussi qu'il y a 4 cartes héros collector au hasard aussi, qui seront présentes durant la campagne. Mais vous avez aussi, si vous avez déjà le jeu, l'opportunité de prendre l'Addenda de base à 35 € ou l'Addenda Deluxe pour 55 € avec le t-shirt, le tapis de dés, le porte-clés, etc., etc. Donc les deux Addenda. Et encore, pour ceux que les Addenda n'intéresseraient pas tellement, vous avez bien sûr la boîte de base que j'ai mentionnée tout à l'heure. Hein. Je crois qu'elle est quelque part là-dedans. On peut, je prendre la boîte de base seule, me semble-t-il, à moins qu'il y ait forcément un Addenda. Non, c'est ça, la boîte de base uniquement, plus un jeu de 54 cartes format poker à l'effigie de Reflet d'Acide. 105 € pour la boîte de jeu plus l'Addenda de base, et puis donc l'Addenda Deluxe, on l'a vu tout à l'heure je crois ici, voilà c'était la Addenda Deluxe à 125 € au total. Donc voilà pour ce qui est de Reflet d'Acide, hein. Je pense que vous l'aurez compris à travers cette légère présentation, je ne connais pas du tout l'univers, je m'y suis intéressé un tout petit peu pour cette campagne, mais pas suffisamment pour en parler en détail, et de toute façon, je me le permets parce que c'est sur Ulule, donc je sais que vous pourrez en apprendre bien plus par vous-même via la page en français, donc j'ai pas tellement bossé le sujet, je m'en excuse, bien évidemment, auprès de vous, chers spectateurs de la chaîne, je suis navré. Voilà, je vais me faire harakiri tout de suite. Mais avant de me taillader le bide, il faut bien évidemment que je finisse le menu de la semaine. On va donc terminer la deuxième partie de cette vidéo avec donc les plats principaux pour s'orienter maintenant vers les desserts, les 3 gros projets de la semaine. On se lance tout de suite dans la dernière partie de ce menu crowdfunding hebdomadaire, à savoir les desserts, les gros projets de la semaine, ou en tout cas ceux que vous avez placés aux plus hautes positions du sondage de la semaine, à commencer par The Thinning Veil, qui revient sur Kickstarter après une première tentative en novembre dernier, qui s'était soldée à l'époque par un échec, une annulation, si je me souviens bien d'ailleurs. Non, c'était pas une annulation, c'était bien un échec, financement non réussi, pas annulé. Ils étaient allés jusqu'au bout de la campagne, d'ailleurs ils avaient fait 14 actualités à l'époque, malgré tous les commentaires qui leur disaient non mais laissez tomber les gars, vous irez pas jusqu'au bout, enfin ça financera jamais, et on était resté je crois à environ 65-70% du seuil de financement à l'époque, avec 643 backers, mais quand même 100 000 €, c'est quand même loin d'être ridicule malgré tout, mais ils avaient financé, enfin ils avaient fixé un seuil de financement assez réaliste pour le coup de 170 000 € à l'époque, qui a été un petit peu revu et maintenant est désormais à 136 000 €, et pourtant en l'état, bon on n'est quand même pas encore, on est encore
assez loin d'être financé pour être tout à fait honnête, on est à moins de 50% du seuil de financement, donc encore une fois, ça s'annonce pas forcément sous les meilleurs auspices pour ce jeu de, disons, dungeon crawler RPG dans un univers un petit peu inspiré par les légendes celtes. L'univers est magnifique, la direction artistique est à tomber, les miniatures sont très belles, très détaillées, c'est un joli projet, vraiment très très beau projet, que j'aimerais bien voir marcher mieux que ça, mais en fait, les reproches qui lui avaient été adressés lors de la première campagne sont toujours valides dans la deuxième, et en plus de ça, vous le voyez, première campagne, deuxième campagne, est-ce que vous remarquez quelque chose qui pourrait vous intéresser, qui a changé? Ancienne campagne, nouvelle campagne, vous l'avez peut-être remarqué, il y avait un drapeau français ici, dans l'ancienne campagne, qui a disparu entre temps. On a conservé un drapeau allemand, italien, espagnol, comme c'était le cas à l'origine. Par contre, le drapeau français a disparu. On n'a plus de VF, en PDF même d'ailleurs, pour The Thinning Veil. Donc ça, c'est vraiment le truc à noter pour nous autres francophones. On n'aura plus de version francophone, en tout cas pour l'instant. Par miracle, s'il y a 150 backers d'un seul coup qui se ruent sur la campagne, peut-être que finalement ils feront un effort pour la proposer à nouveau. Mais en l'état, il n'y a plus de VF. Et pour l'instant, donc comme je disais, 366 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne, ça se passe pas super bien pour The Thinning Veil. Ça pourrait aller chercher un solde de financement malgré tout, puisque la première campagne s'était soldée environ 65-70% de solde de financement en ayant été jusqu'au bout de la campagne, malgré l'échec de cette dernière. Et du coup, s'ils vont jusqu'au bout de la campagne dans 18 jours, il n'est pas impossible qu'on aille chercher effectivement les 136 000 euros qui constituent le solde de financement, mais c'est pas une garantie non plus et ça restera une déception. Et tout à l'heure, je vous disais que les critiques qui leur avaient été adressées dans la première campagne sont toujours valides actuellement parce que c'est encore une Triskelion Games, nouvel éditeur anglais, c'est encore fourvoyé en termes de communication puisque vous allez voir assez rapidement, au-delà des quelques vidéos qu'on voit ici qui sont l'œuvre de Triskelion Games eux-mêmes et de quelques vidéos d'un créateur de contenu que je ne connaissais pas, anglophone, qui s'appelait, c'est ici, qui s'appelle Learn to Play Games. Et bien au-delà de ces 3 vidéos, du seul et même créateur, il n'y a rien. Il n'y a pas de vidéo, ils n'ont pas fait appel à des créateurs de contenu, et ça c'est un choix qui se respecte, qui peut se défendre potentiellement, mais ça amène aussi à se priver d'une grande partie de backers potentiels qui aiment avoir des premières impressions, des premiers avis quant à la qualité du jeu en termes de gameplay, de composants, etc. Parce que oui, ce qui est présenté durant la campagne de The Thinning Veil, en termes de matos, en termes de promesses de jeu, ça a l'air vraiment très très sympa. Ça a l'air d'être relativement classique dans ce qui est du registre du dungeon crawler, mais ça a l'air d'être extrêmement bien réalisé. Donc oui, c'est tentant, oui, ça vend du rêve, visuellement, le jeu a l'air magnifique, mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à un primo-éditeur qui fait pas tellement appel à des créateurs de contenu pour pouvoir permettre aux backers potentiels de se faire un premier avis, une première impression? La question est toujours là, est toujours présente, surtout pour un jeu dont le prix aussi aux alentours du PIB du Burundi. On va voir ça un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est pour 60 à 240 minutes la partie, donc ça peut être potentiellement très très long. C'est pour 1 à 4 joueurs en coopération, et c'est pour 14 ans et plus. Il y aura aussi tout un tas de héros asymétriques que vous pourrez développer au fur et à mesure de vos scénarios, même au sein même des scénarios, sans aller jusqu'au bout des scénarios pour le faire évoluer. Non, en plein scénario, il peut aussi prendre une upgrade et acquérir de nouvelles compétences, par exemple, de nouveaux items, etc., qui seront actifs instantanément. Il y aura bien évidemment de l'exploration, du combat contre différents types de monstres. Ensuite, les pledges d'entrée de base. Alors je vous l'ai dit, c'est un pledge qui coûte assez cher, même le pledge de base, le pledge The Hero, va coûter 120 livres, autrement dit 135 € pour le pledge de base, avec 61 miniatures, plus de 50 tuiles de jeu. Les tuiles de jeu, c'est celles que vous voyez ici qui composent les donjons en question. Ensuite, plus de 200 tokens, 3 livres de campagne, 352 cartes, etc. etc. Beaucoup de matos, plus également une extension gratuite pour tous les niveaux de pledge, qui s'intitule Vision and Dancer Hero Expansion, donc il vient ajouter 2 nouveaux héros jouables, 2 nouvelles cartes de héros qui leur sont affiliées bien sûr, ainsi que 24 cartes de compétences supplémentaires, plus tous les Daily Unlocks, donc tous les stretch goals qui n'en sont pas véritablement, parce qu'en fait c'est des révélations quotidiennes qui n'ont aucun rapport avec le seuil de financement en cours. Ensuite, on a un deuxième pledge intitulé The Mists, donc les brouillards, on va dire, qui vous coûtera cette fois-ci 177 € et qui vient ajouter, au-delà de ce qu'on a vu dans le pledge précédent ici,
3 extensions de héros. Donc pour 2 héros supplémentaires pour chacune des 3 extensions, donc pour aller ajouter encore un peu plus de rejouabilité, éventuellement plusieurs autres combos à imaginer entre différents membres pour composer son équipage, enfin son équipage, c'est pas vraiment c'est pas un bateau, mais bref, son équipe de héros. Donc ça peut être assez intéressant en termes de profondeur de gameplay, d'enrichissement un petit peu et de combos dans tous les sens. Donc oui, c'est cool. Ils auront aussi leur propre matos, leur propre miniature très joliment réalisée, là encore, ça c'est sûr. Mais du coup, ça rajoute combien au final? On passe de 135 à 177, c'est quand même une augmentation de 40 euros, 42 euros pour être exact, pour avoir juste 6 nouveaux héros. Qu'est-ce que ça vient ajouter en plus? Est-ce qu'il y a des cartes supplémentaires? Est-ce qu'il y a autre chose que seulement des miniatures? Là, pour le coup, c'est pas vraiment précisé en détail. Peut-être qu'on le verra un peu plus bas, par contre. Ensuite, on a le pledge Primordial à 228 euros. On commence à monter un petit peu plus haut encore, avec le pledge de base, plus l'extension qu'on a vu tout à l'heure, plus ensuite tout un tas de miniatures supplémentaires, qu'il s'agisse de monstres en tout genre, mais également de pièces de terrain, telles que des portes, des coffres, etc., différentes tuiles, ainsi que un nouveau set de dés de 4 couleurs différentes pour les 4 héros, j'imagine, autour de la table, avec un petit effet marbré très sympa, avec des petites runes celtiques vraiment très belles aussi. Ensuite, des dés un petit peu translucides, des cubes en acrylique, plus également un portfolio, donc c'est, j'imagine, une sorte de livret de artwork, en gros, du jeu. Et donc, tous ces ajouts qui nous font passer d'un pledge de 177 à 228. Donc là encore, belle augmentation de près de 50 euros pour ce que vous avez vu ici. Et ma foi, c'est après tout pour les niveaux de pledge, même si il me semble en avoir vu d'autres ici. Vous voyez un pledge, voilà ici, le pledge fully painted avec toutes les miniatures pré-peintes, j'ai l'impression, puisqu'on le dit ainsi, hein, 151 painted miniatures, donc ouais, toutes les miniatures pré-peintes. Donc ça, effectivement, pour tous ceux qui veulent pas se donner la peine de peindre, comme ça pourrait être mon cas, c'est plutôt très sympa. Par contre, quand vous regardez le prix, 1364 euros, ça fait quand même très chéro. Ensuite, vous pouvez tâcher le livret de règles ici, mais en anglais exclusivement en PDF, pas en français. De toute façon, il n'y a pas de français, vous l'avez vu dans la campagne. Et pour rappeler également un petit peu ce que le jeu apporte d'unique dans cette catégorie de jeu qu'est le Dungeon Crawler RPG, en gros, parce que, bon, c'est vrai qu'on est dans une catégorie, une gamme de jeux qui est quand même très riche, très fournie. Donc, qu'est-ce qu'il apporte de plus? D'abord, 2 for 1, vous aurez des livrets de campagne, mais vous pourrez aussi jouer différents scénarios indépendamment les uns des autres. C'est pas le premier jeu à le faire, mais quand même, faut le savoir. Il y a aussi différents héros asymétriques que vous pourrez donc aller upgrader en cours de campagne, en cours de scénario également. Ensuite, on aura un système de scaling, donc de progression des personnages assez unique apparemment, si on en croit les dires de l'éditeur lui-même, à savoir que l'intelligence artificielle va s'adapter à votre niveau et que vous pourrez aussi rejoindre la partie ou la quitter en cours de campagne, en cours de scénario, sans avoir à vous en faire tellement pour le niveau de complexité. Est-ce qu'il va changer ou non? Il s'adaptera au nombre de joueurs autour de la table, que ce nombre change ou non en cours de partie, en cours de campagne. Ensuite, il y a différents débuts pour chacun de scénarios, mais également différentes fins, bien évidemment. La difficulté est progressive et correspond à la progression des joueurs, bien évidemment. Il y a une in-game progression, comme j'ai dit tout à l'heure, les héros vont pouvoir s'augmenter, acquérir de nouvelles compétences, progresser dans leur évolution et leur amélioration de points de vie, de points de force, etc. en cours de scénario, après un combat par exemple, sans avoir à atteindre un quelconque checkpoint par exemple, et puis donc un monde unique, fortement inspiré par la culture et les mythes celtes. Ensuite, continuons, il y aura bien sûr du combat, il y aura de l'exploration, etc. Mais là, c'est relativement classique à ce niveau-là. Why back now? Pourquoi backer maintenant? D'abord le free gift, donc l'extension Vision and Dancer qui sera gratuite pour tous les backers de chacun des niveaux de pledge présentés dans cette campagne. Bon, c'est une extension qui prend 2 nouveaux personnages, plus leurs cartes, et puis 24 cartes de skill, donc de compétences supplémentaires. Je sais pas, est-ce que c'était déjà présent dans la campagne précédente sous une forme ou sous une autre? Je ne sais pas en l'état. Il y avait 4 packs d'extensions avec des héros supplémentaires, dont Vision and Dancer dans la première campagne. Oui, c'est bien le même, c'est ça, Vision and Dancer. Est-ce qu'il était présent dans le pledge de base? Effectivement, non, il n'y était pas. Donc effectivement, c'est une offre un tout petit peu plus intéressante. Ensuite, les Daily Unlocks, donc les petits ajouts quotidiens qui vont venir aussi enrichir un peu le pledge.
Ensuite, vous avez un petit set de add-ons que vous pouvez prendre, donc toutes les miniatures qu'on avait précédemment pour le terrain, les monstres, etc. Ensuite, les Hero Pack Bundle que vous pouvez prendre aussi en add-on à 50 livres, donc 56 euros. Les dés, ensuite le portfolio, donc le fameux artbook, etc., etc. Donc il y a pas mal de add-ons, vous pouvez un petit peu composer ça à la carte. Et encore une fois, l'aperçu sur les miniatures, quand même très très classe. On a presque l'impression qu'il y a déjà le lavis dessus, tellement elles sont réussies. En tout cas, elles ont l'air réussies. Elles sont quand même très très jolies, très belles. Ensuite, continuons sans passer trop de temps sur les différents expansion packs de nouveaux héros. Hein, on voit qu'il y a toujours 2 héros avec leurs miniatures, avec leurs cartes également. 23 skills par-ci par-là, 24 ici, 24 ici, donc voilà, ça rajoute aussi des compétences. Est-ce qu'elles sont propres à tel ou tel personnage en particulier, ou est-ce que ça vient enrichir la globalité du jeu? Là-dessus, je n'ai pas fouillé plus que ça en détail. Ensuite, on va essayer de voir ce qu'il y a dans la boîte de base, à savoir les héros que vous voyez ici, donc le Berserker, le Amber Thief, le Fane Priest, le Veil Warden par exemple, ainsi que tous les monstres que vous voyez ici, eux aussi d'ailleurs très très bien réalisés, très dégueulasses, très effrayants, mais très très bien réalisés en tout cas. Donc c'est vraiment un jeu qui présente terriblement bien, hein. Visuellement c'est un jeu qui vend du rêve quand même, soyons honnêtes, hein. Il a l'air d'être vraiment très classe, très bien réussi. C'est certainement des gens qui ont de l'expérience dans le milieu, en tout cas de la création de miniatures, j'imagine, avant de se lancer dans la première création de jeu. Mais pour ce qui est de la communication autour de la campagne, ils n'ont pas tellement pris de leçons de leur précédent échec qui était pourtant pas si lointain dans le passé. Ensuite, on va passer au shipping avec pour l'Union Européenne 3 zones différentes. A priori, vous devriez être dans la zone 1, j'imagine, mais je ne vois pas d'endroit où cliquer pour nous dire quelle est la zone 1, quelle est la zone 2, qu'est-ce que ça inclut comme pays. Par défaut, je vais dire que la France et la Belgique sont certainement dans l'Europe avec le numéro 1, j'imagine, mais je trouve pas de précision. Donc on va se contenter de ça. Donc Europe 1, sans parler de la radio, hein. Donc 20 livres, 22 livres, 29 livres en fonction de votre niveau de pledge bien évidemment. Ensuite, j'imagine que pour la Suisse, c'est potentiellement l'Europe peut-être 2 ou 3, donc elle est, je sais pas, pour l'instant je sais pas, mais certainement la Suisse 3, peut-être hein, comme d'habitude 50, 54, 62, ça ferait très cher. Pour le Canada, quoi qu'il en soit, 31, 33, 39 livres de frais de port, et pour nous au Japon, 39, 44, 48 livres en termes de frais de port. La TVA sera à ajouter aussi dans le Pledge Manager, donc ça vous fera quelques petits billets supplémentaires à aller ajouter suite à la fin de la campagne. Et ma foi, c'est à peu près tout donc pour The Thinning Veil. Encore une fois, comme je l'avais dit déjà en novembre dernier lors de la première tentative du jeu sur Kickstarter, c'est un super projet, visuellement il envoie du pâté, mais il y a toujours des problèmes de communication, des problèmes de mise en avant du jeu via différentes vidéos, ne serait-ce que des vidéos réalisées par l'éditeur lui-même, je sais pas, ou par des vidéastes. C'est un peu dommage, et en plus la VF a disparu entre temps, donc il y a beaucoup de choses dommages dans cette nouvelle campagne de The Thinning Veil, en tout cas pour nous autres francophones. Vous me direz malgré tout ce que vous en pensez. On passe maintenant à un jeu au pledge bien plus abordable que celui de The Thinning Veil ou que celui du troisième jeu des desserts de cette semaine, vous allez voir. Il s'agit de Crown of Ash, et désolé, oui, je vais encore parler de notre très cher ami Nyx, puisque encore une fois, lui qui est très actif ces dernières semaines, il nous a pondu également une vidéo de présentation, la seule en français d'ailleurs, pour Crown of Ash, avec un très bel accent, un chrono-vache, où tout le monde a bien évidemment imaginé un jeu avec une course contre la montre face à une vache qui court à son maximum, hein, avec rage, à la façon d'une vachette de Interville de la belle époque. Crown of Ash, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui vient mélanger différents petits mécanismes tels que le placement d'ouvriers principalement et le contrôle des territoires, la conquête on va dire, face aux différents joueurs autour de la table, même si vous le voyez, il y a aussi un petit mode solo, donc c'est jouable de 1 à 4 joueurs, et c'est pour des parties relativement courtes, de 60 à 120 minutes, même si l'on en croit justement les dires de notre cher sieur Nyx, après 2-3 parties, une fois que les joueurs sont un petit peu habitués, on descend assez facilement aux alentours de l'heure de jeu, ce qui en fait un jeu potentiellement assez facile à sortir, avec en plus de ça, comme vous pouvez l'entreapercevoir un tout petit peu ici, et on le verra ensuite par la suite ici dans la campagne, est également pourvu d'une très belle direction artistique. Très belle, mais forcément un petit peu clivante également, puisque au niveau de la palette de couleurs, au niveau ici des choix de présentation des cartes qui sont très sobres, bien que très claires pour le coup, elle ne plaira pas forcément à tout le monde, parce qu'elle a une allure un petit peu atypique, même le plateau central lui aussi d'ailleurs, mais en tout cas c'est joliment réalisé et ça a le mérite d'être assez original de ce point de vue-là.
Pour l'instant, ceci dit, c'est pas une campagne qui a pris un envol si considérable que ça, soyons honnêtes. Hein. C'est une campagne que je voyais plutôt finir cette première semaine de campagne justement aux alentours de 700-800 contributeurs. Et pour l'instant, on est à un petit peu moins de 500 contributeurs pour Crown of Ash, avec 28 730 € d'engrangés. Donc le jeu est financé, là-dessus il n'y a pas de souci à se faire. Et il reste 19 jours avant la fin de la campagne. Alors même si pour l'instant on a donc une vidéo francophone grâce à Nyx, on n'a pas de VF annoncé pour Crown of Ash, en tout cas pas pour l'instant. Le jeu est actuellement en cours de négociation avec plusieurs éditeurs de par le monde, on verra bien si ça aboutit ou si ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a le mérite d'être relativement abordable, d'être relativement facile à sortir, qui mêle différentes mécaniques qui sont plutôt populaires dans le monde du jeu de société et qui vous propose le tout pour un format relativement court et accessible. Donc vraiment un jeu qui a pas mal de choses à mettre à son actif et à sa défense. Pour rappel, c'est également le premier projet de Card Noir, un nouvel éditeur anglais qui nous vient de Londres, et c'est le premier jeu donc de Richard Lawton, qui est également apparemment le patron de Card Noir. Ensuite, continuons un petit peu pour découvrir la campagne. Alors pour rappel, très bref, hein, rapidement, c'est un univers dans lequel il y avait différents seigneurs qui étaient inféodés à un roi qui leur a fait ingérer une sorte de, pas de poison, mais disons de filtre qui les a plongés dans un profond sommeil, et quand ils se sont réveillés, on était quasiment dans un monde post-apocalyptique médiéval, dans lequel c'est le gros bordel, comme vous pouvez le voir sur la carte centrale, et chacun des seigneurs autour de la table vont chercher à prendre le contrôle du château des ténèbres, ici que vous voyez au centre de la map, sachant que vous allez envoyer donc dans les différentes zones du plateau vos unités, qui seront plus ou moins fortes en fonction de l'évolution de la partie bien évidemment, et un joueur va prendre aussi le contrôle au centre du donjon, enfin du château, sauf que bien sûr tous les autres joueurs vont essayer d'en faire de même, et dès qu'un joueur prendra cette place, les autres voudront se ruer sur lui pour prendre la place à sa place à lui. En fait c'est très redondant quand je parle comme ça, bref, ils voudront se substituer au roi actuel pour en profiter, pour bénéficier de tout un tas d'avantages en termes de points de victoire lorsque on passe un maximum de temps sur l'emplacement central, le château. Ensuite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un jeu donc pour 60 à 100 minutes, pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, et on va rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir les niveaux de pledge. D'abord le pledge de base qui est ici et qui vous coûtera 51 €, j'avais zappé le 1, 51 € pour le jeu de base que vous voyez ici. Vous pouvez aussi accéder à un pledge deluxe pour 73 €, donc pour ces 22 € supplémentaires, vous aurez accès à des petits sacs de rangement des composants pour chacun des 4 joueurs autour de la table, enfin chacune des 4 factions autour de la table, ainsi que des petits tokens en métal, que vous voyez, assez classe d'ailleurs, et puis également des décustomisés. Ensuite, on a aussi un All-in Pledge qui vient inclure tout ce que vous avez vu précédemment, donc les sacs, les petits tokens en métal, etc. Ainsi que le Rising Fighters Module qui vient vous proposer 37 standees de personnages du jeu. Donc tous les personnages que vous pourrez incorporer à votre équipe, à votre faction, pour pouvoir ensuite les placés dans telle ou telle zone pour qu'ils la défendent par exemple, ils auront maintenant donc un standees pour un peu plus d'immersion dans le jeu. Ceci dit, ce sont je crois des standees en carton, je crois que c'est pas en acrylique, à vérifier, on verra ça plus tard, mais si c'est le cas, ça rajoute quand même 30 $ pour 37 standees en carton et 4 écrans de jeu également. C'est pas diablement intéressant sur le papier. Donc moi, si j'y allais, ce serait peut-être plutôt pour la Deluxe, et encore, j'ai envie de dire que les éléments de Deluxification sont pas incroyablement tentant à mes yeux, donc même le pledge de base à la limite me conviendrait aussi. Ensuite, continuons le petit overview ici, donc on combine du placement d'ouvriers, du contrôle du territoire, de la gestion de ressources que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, et puis également un petit aspect de deck building, puisqu'on va venir enrichir son deck de nouveaux personnages qui viendront composer notre faction et qu'on ira placer dans telle ou telle zone pour mieux la défendre et bénéficier des effets qui s'y appliquent. Ensuite, vous avez ici vos 4 lords, donc les 4 seigneurs que vous pourrez potentiellement contrôler, Fortis, Morse, Nox et Visio. J'imagine que via leurs petits sobriquets que l'on voit ici, The Defender, The Magistrate, The Nocturnal et The Watcher, j'imagine que s'ils les ont
nommé un petit peu comme ça, c'est certainement pour mettre en avant une légère asymétrie entre les différents seigneurs. J'imagine qu'il y en aura. Si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu dommage de leur avoir donné des noms qui semblent le laisser penser. On voit déjà qu'on a aussi de double épaisseur sur certains plateaux, les plateaux de seigneurs justement, on les voit ici. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour le plateau central. Pour l'instant, je ne le distingue pas, mais ce sera peut-être un élément des stretch goals par exemple, on verra. Ensuite, What makes Crown of Ash special? Pourquoi ce jeu est spécial? D'abord parce que il est pourvu d'un gameplay simple, hyper accessible, mais hyper efficace et élégant. Bon, en même temps, c'est l'éditeur et le créateur lui-même qui le dit, donc bon, prenez ça avec des pincettes. Ensuite, les tours de jeu sont hyper simples, on a très peu d'actions à chacun de nos tours. Il me semble que si je me souviens bien de la vidéo de Nyx, on a une action par joueur par tour, donc ça va très vite. Ça permet d'éviter aussi d'avoir de la paralysie analytique. Ensuite, beaucoup d'interactions entre les joueurs, et pas forcément hyper négative. Donc ça aussi c'est super intéressant, il y a de plus en plus de jeux qui promettent justement ce type d'interaction qui est ni véritablement, comment dirais-je, punitive et négative, mais également un petit peu positive pour tout le monde, mais surtout pour la personne qui l'a mise en place par exemple. Un système de combat excitant avec une part de bluff et d'informations un petit peu cachées, un petit peu de chance mais pas trop, et puis un petit peu de take that malgré tout parce qu'on reste dans un jeu de contrôle du territoire et un petit peu de conquête de territoire justement. Ensuite, continuons, vous avez un petit aperçu des composants avec les cartes, les plateaux double épaisseur de chacun des seigneurs, les meeples qui vont avec, les cartes que vous avez déjà entreaperçues tout à l'heure. Le gameplay avec, donc je l'ai dit tout à l'heure, les postes d'ouvriers pour aller chercher de nouvelles ressources affiliées à telle ou telle zone, que vous voyez que les icônes qui sont représentées, qui représentent autant de ressources disponibles dans le jeu, il y en a 4 si je me souviens bien, telles que le soufre par exemple, ou encore les cendres si je me souviens bien, j'ai un peu oublié entre temps. Donc tout autant de ressources que vous pourrez eh bien, mettre à votre bénéfice pour justement aller recruter des fighters, donc de nouveaux combattants à ajouter à votre faction qui nécessitent tout autant de ressources pour être joués, pour être mis en place dans telle ou telle zone. Et justement, les zones, on en parle ici, on va ajouter nos personnages dans des zones pour aller les défendre. On pourra aussi y ajouter des structures, donc construire certains bâtiments pour mieux défendre encore la zone et bénéficier d'encore plus de ressources par exemple. Et puis on pourra enfin se mettre sur la tronche pour prendre contrôle de telle ou telle zone. Donc il y a aussi cet aspect de conquête et de combat entre les différentes factions en présence. Ensuite, High Conflict, Low Take That, c'est ce que j'avais déjà abordé très brièvement il y a quelques instants, à savoir ce système d'interaction et de combat qui n'aboutissent pas forcément à ce que le joueur ayant perdu le combat se sente hyper frustré par exemple, et ça c'est plutôt cool, avec un vrai mécanisme de récompense, que vous ayez gagné ou perdu le combat. On le voit ici d'ailleurs, hein, la partie haute en vert vous indique le bénéfice du combat pour celui qui l'emporte, et en rouge c'est ce que remporte la personne qui a perdu le combat. Donc j'imagine qu'il y a aussi des moments avec un petit peu de bluff où on est plus intéressé par la récompense de la défaite du combat, et auquel cas on va chercher volontairement à aller la perdre par exemple. Donc ça aussi c'est relativement intéressant. Ensuite, vous avez le livret de règles ici disponible, mais malheureusement en anglais et pas en français. Bon, ça c'est encore à prendre en considération, mais bon, on verra s'il y a une VF à terme. Les pouvoirs asymétriques qui sont bel et bien mentionnés ici. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le gameplay en profondeur sur la symétrie. Le mode solo avec son propre deck de cartes pour accompagner le tout, qui n'a pas l'air d'être très intrusif ni très difficile à maîtriser. Ensuite, le contenu de la boîte de base, vous le voyez ici, hein, donc les petits plateaux individuels à double épaisseur, le plateau central, les tokens dans tous les sens, les cartes bien évidemment. Il y en aura apparemment 40 maintenant, 40 via les upgrades, les cartes de combat, les cartes les cubes, il y a tout un tas de composants supplémentaires, le tout dans cette boîte de base. Avec également aussi, notez-le, un plateau central double face. Je ne sais pas ce que ça vient changer en revanche. Hein. Est-ce que ça a vraiment un impact sérieux en termes de gameplay? Est-ce que ça vient changer beaucoup de choses ou non? Là, je serais bien incapable de vous le dire. Il faudra me demander éventuellement à notre ami Nyx. Qu'y a-t-il de plus dans le Deluxe? Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, donc les petits sacs pour chacune des factions, et puis les tokens de métal en énamel en gros. Et puis ensuite dans le all-in, il y a aussi donc tous ces petits standees. Alors on ne dit pas ici s'ils sont en carton ou en acrylique, mais a priori ils n'ont pas l'air transparents, donc j'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agit de carton, auquel cas le all-in est un petit peu cher pour ce qu'il propose à mon avis. Ensuite, vous pouvez le tester également sur Tabletop Simulator, mais également sur Tabletopia. Donc l'un ou l'autre des modules vous permettront de vous faire la main et voir si le jeu peut éventuellement vous intéresser. Ensuite, on va pouvoir passer directement au shipping, que voici.
avec pour l'Union Européenne 9, 11 ou 10. Alors attention, ce n'est pas une question de pledge, mais simplement une question de devise. Donc pour les Européens, c'est ici que ça se passe avec l'euro, qui est encore notre devise. 10 euros de frais de port pour l'Union Européenne. Ensuite, pour Monaco ou la Suisse par exemple, c'est 22 euros de frais de port, donc c'est le double, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Ensuite, pour le Canada, c'est 18 euros ou 19 dollars, hein, ça dépend quelle monnaie vous utilisez, enfin, c'est des dollars canadiens, donc je ne sais pas si c'est très parlant pour vous pour le coup. Et pour nous qui sommes au Japon, ce serait 28 euros de frais de port, sachant que les prix n'incluent pas la TVA, qui sera donc vraisemblablement à ajouter durant le Pledge Manager qui suivra la fin de la campagne, qui devrait théoriquement ouvrir en mai, donc juste après la fin de la campagne en réalité, pour un jeu qui devrait être livré théoriquement en mars prochain. Voilà donc pour ce qui est de Crown of Ash, et petit rappel donc pour ceux que ça intéresserait, un aperçu en français grâce à notre Nix national qui vous en présente les principes fondateurs en une vingtaine de minutes environ. Voilà donc pour ce qui est de Crown of Ash, alors que je vois qu'il y a déjà une version allemande et une version chinoise de prête, enfin de signée en tout cas, par l'agence pour laquelle je travaille, oui, hein, c'est pour ceux qui rejoignent éventuellement la chaîne depuis très peu de temps. Oui, je bosse pour MOB Vanguard, mais je ne bosse pas sur Crown of Ash, sauf pour le marché japonais. Donc je suis en train de voir si on peut le refourguer à un éditeur japonais. Je trouve pas mal en ce jeu qui a l'air vraiment très très sympa, même si je n'ai pas encore pu le tester pour ma part. Quoi qu'il en soit, on verra ce qu'il en est du français, est-ce qu'il y aura une VF ou pas. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il a été présenté à plusieurs éditeurs français qui sont plus ou moins intéressés, on verra bien là où ça nous mène. Pour l'instant donc 472 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne et environ 30 000 euros d'engrangés pour Crown of Ash. Et le premier qui écrit « me » en commentaire, je le banne à vie de la chaîne. Non, je déconne, je lui mettrai un petit cœur comme à chaque fois. Je mets des cœurs à tout le monde, je suis très gentil. Et on termine cette semaine du menu crowdfunding par le Big Mouse projet, à savoir sur GameFound, The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, le nouveau projet de Cheap Theory Games, le premier projet à licence de CTG, donc de Cheap Theory Games, un éditeur qui a fait parler la poudre à de nombreuses reprises, d'abord sur Kickstarter avant ensuite de faire le déménagement sur GameFound. On les connaît notamment pour Too Many Bones, qui est vraiment leur chef-d'œuvre, on va dire, en tout cas selon les critiques, selon les retours de la communauté de manière générale, c'est le jeu de CTG préféré des gamers en règle générale, même s'ils sont aussi connus par exemple pour Cloudspire ou plus récemment pour Hoplomachus, qui commence déjà à être livré dans certaines régions du monde, mais pas encore chez nous. Ça devrait plus trop tarder, ceci dit. Pour l'instant, The Elder Scrolls, donc le premier projet de licence de Cheap Theory Games en collaboration avec Bethesda, donc l'éditeur original du jeu vidéo de The Elder Scrolls, eh bien ça marche plutôt très très fort, hein, 7773 backers en une semaine de campagne. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher plus haut, certes, mais vous allez voir, comme d'habitude avec Cheap Theory Games, le matos est over the top, comme disent les Anglais. On est sur de la qualité de production assez incroyable, comme toujours, beaucoup de néoprène, les cartes en PVC, les chips de poker, bref, c'est toujours aussi pété en termes de matos, c'est assez extraordinaire. Vous le savez désormais si vous avez suivi un petit peu l'éditeur, puisque maintenant il y a une version francophone de Too Many Bones grâce à Lucky Dog Games. Mais ouais, CTG, Cheap Theory Games, ils sont connus pour ça, le matos est incroyable, la qualité du jeu est généralement aussi très très bonne. Quoi qu'il en soit, 7773 backers qui pour l'instant ont réuni 2 384 000 $, c'est assez incroyable, c'était prévisible, on le savait que ça ferait un énorme score. Cheap Theory Games plus la licence Elder Scrolls qui fait partie des 10 licences les plus populaires du jeu vidéo de ces 15-20 dernières années, on savait que ça allait faire un gros score. Pour l'instant, c'est pas aussi énorme que je l'aurais pensé. Je pensais franchement qu'il serait à plus de 10 000 contributeurs d'ici la fin de la première semaine de campagne, mais ceci dit, on est sur GameFound. Bon, c'est à nuancer parce que pour Cheap Theory Games, c'est pas tellement un problème en réalité. Et puis, aussi, ça coûte très très cher, soyons honnêtes. Ceci dit, vous le voyez, en plus de ça, ce qui me faisait aussi penser qu'on serait plus haut que ça à la fin de la première semaine, c'est qu'il y a beaucoup de langues disponibles durant cette campagne, y compris le français, grâce encore d'ailleurs à Lucky Dog Games qui assurera la VF.
On est donc sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo, pour des parties d'environ 2 heures, mais qui peuvent s'étendre un peu plus longtemps que ça à mon avis. On est sur un jeu d'exploration, de fantasy, d'aventure, de solo, avec un aspect coop aussi très prégnant, hein. C'est solo si vous décidez de jouer seul ou à plusieurs mains avec un seul joueur, mais fondamentalement c'est coop, c'est inspiré du jeu vidéo. Ça se joue aussi en campagne, c'est hautement narratif, un petit peu à la Too Many Bones, mais plus narratif encore. Et ça mélange, au-delà de ça, un aspect assez fort de Too Many Bones avec la progression des personnages, la façon dont ils sont gérés, mais ça mêle aussi un petit peu de Cloudspire un peu plus simplifié au niveau de la maîtrise des combats, avec donc, ces différents tapis de néoprène qui vont composer une énorme carte, et les déplacements des personnages avec leurs propres spécificités asymétriques qui leur permettront d'aller attaquer ou défendre, etc. Donc il y a aussi un petit aspect Cloudspire qui n'est pas inintéressant, donc ça mélange deux de leurs plus grands succès à ce jour, et ça le fait de manière assez efficace, en tout cas vraisemblablement. Je n'ai évidemment pas pu tester le jeu, obtenir des protos de Cheap Theory Games dans la sphère francophone, c'est tout sauf simple. Alors on commence avec un petit peu donc justement la présence sur table. Bien sûr, c'est du Cheap Theory Games, donc bien sûr, c'est complètement incroyable. Les tapis de néoprène dans tous les sens, les chips de poker, les cartes en PVC. Bien évidemment, tout ça n'est pas hyper parlant comme ça à première vue quand on se contente uniquement de cette illustration de campagne. Mais croyez-moi, le matos est généralement incroyable. On a aussi les tapis de néoprène pour les personnages, avec les emplacements pour les dés. Donc des tapis de néoprène troués, bien évidemment, pour accueillir les dés de chacun des personnages, avec leur progression particulière, avec leurs compétences asymétriques, en fonction aussi d'ailleurs des races que vous allez choisir, puisque comme dans l'univers de The Elder Scrolls, on a accès à tout un tas de races différentes, comme ici par exemple les Argonians, ces sortes d'hommes lézards, hein, les fameux reptiliens, hein, qui nous contrôlent tous bien évidemment. Ici on a par exemple la faction des Impériaux, qui auront aussi leur propre spécificité. On voit notamment ici sur la fiche de personnage que les Argonians auront 4 points de santé en départ, alors que les Impériaux en auront 3 par exemple, ou les attaques, un seul point pour les Argonians, mais 2 pour les Impériaux, etc. etc. Ça aussi, c'est à noter, un Cheap Theory Games, ça fait déjà 2 fois qu'ils nous font le coup. Ils ont des pledges très 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 chers, soyons honnêtes, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est la 2e fois consécutive qu'ils nous font du free shipping with every pledge. C'est-à-dire que qu'importe la zone où vous habitez, les jeux sont tellement chers en fait qu'ils font, allez, on vous offre les frais de port. Bon, en réalité, j'imagine qu'ils prennent certes en partie les frais de port sur leur tronche, mais c'est aussi parce qu'ils ont calculé qu'ils faisaient une marge suffisamment intéressante sur le prix du pledge à l'unité pour pouvoir vous l'offrir aussi. Donc c'est pas totalement offert non plus, mais c'est quand même un beau geste malgré tout, d'autant plus que c'est gratis pour tout le monde apparemment, que vous habitiez en Europe ou au Japon par exemple. Ensuite, continuons, je vais pas passer en détail la présentation de l'univers de Tamriel, hein. Je pense que beaucoup de gens connaissent l'univers de Tamriel et de The Elder Scrolls de manière générale, sachant qu'on aura accès, et ça c'est super sympa, pour tous les amateurs de la série dans son entièreté, on aura accès aux différentes régions de l'univers de Tamriel, enfin de The Elder Scrolls, à savoir donc Tamriel, mais encore Morrowind, ou encore le plus récent Skyrim. Donc ça aussi c'est plutôt sympa, ça permet d'attirer tout un tas de joueurs des différents épisodes de la série. Ensuite, pourquoi backer maintenant ? Bon, pour pouvoir participer un petit peu à la campagne, dans le sens où parfois Cheap Theory Games fait un petit peu appel aux backers, un petit peu comme le fait d'ailleurs Awaken Realms pour procéder à certains votes par exemple, pour prendre en compte les commentaires, le feedback des joueurs durant la campagne, ils sont plutôt bons pour ça. Ensuite, Lock in Your Copy, donc ça veut dire que c'est un jeu qui, même s'il y aura du coup beaucoup de localisation pour celui-ci, n'est pas forcément en quantité illimitée, hein. Ils font généralement des quantités assez restreintes, toute proportion gardée, et donc c'est la façon la plus sûre de mettre la main sur votre pledge. Et puis aussi, vous aurez des gros prix spéciaux pour les bundles, qui vous permettront de faire des tirs groupés et de bénéficier de ristournes assez intéressantes. Ensuite, le What's in the Box. Qu'y a-t-il dans la boîte de base ? Eh bien, vous allez voir, il y a beaucoup de matos. Je vais pas passer ça en détail, mais il y a bien évidemment les petites fiches de personnages, enfin de classes de personnages. Il y a ensuite tout un tas de petits composants, de petits dés dans tous les sens pour chacune des factions, etc. Il y a les compteurs de points de vie, etc. Il y a des mini chips également pour le Overland, pour désigner les ennemis sur la map apparemment. On aura aussi des Quest Units. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais apparemment elles sont en lien avec les quêtes qui vous seront attribuées, principales ou secondaires j'imagine. Ensuite, les playmats de personnages. Donc on aura 4 playmats pour autant de joueurs autour de la table, qui ne sont pas forcément spécifiquement attribués à telle ou telle race ou telle classe de joueurs.
enfin de personnages, pardon. Ensuite, les race chips, donc les chips, donc les chips de poker qui vont incarner telle ou telle race. Ensuite, les fiches de personnages comme les Bosmer, les Impériaux, les Argoniens qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, les Chest and Relics, donc tout autant de chips de poker pour indiquer les trésors, les reliques que vous pourrez trouver par-ci par-là. Les Delve Cards, qui sont tout un tas de cartes qui vous permettront de faire du loot, ce genre de choses-là apparemment. Ensuite, tout un tas de cartes de rencontre, tout un tas de cartes de narration, le First Player Marker ici. Ensuite, tous les playmats de tuiles en fait qui viendront composer les différentes régions et donjons que vous pourrez aller explorer, avec toujours le entrance mat que l'on voit ici, donc le néoprène de départ, commun à chaque scénario j'ai l'impression. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a tout un tas de cartes en plus, les équipements, les side quests, donc les quêtes annexes que vous pourrez choisir de mener à bien ou non, les chips d'ennemis avec leurs propres spécificités, avec ici les points de vie, ça je ne sais pas à quoi ça correspond, le 4 ici par exemple, leurs compétences aussi, puisque les ennemis aussi ont des compétences asymétriques, on le voit ici avec Native, ou avec ici Stalwart par exemple, Divert, Riposte, etc. etc. Ensuite, la region maps, donc la carte de la région, enfin des différentes par exemple régions de l'univers de The Elder Scrolls. Ensuite, on a les skill reference, donc des aides de jeu, j'ai l'impression, les fameuses health chips célèbres de CTG, donc les jetons de vie. Pas dans la version upgradée, je crois qu'il y a une version upgradée qui est certainement un peu plus chère, qui sera disponible aussi durant la campagne. Ensuite, les aides de jeu pour les ennemis. Ensuite, on a un character record pour aller prendre en note l'évolution de nos personnages, par exemple. Province Gazetteers, qui vous permettront, je imagine, de suivre un petit peu le déroulé de l'aventure. Ensuite, des cartes de guild, bref, il y en a encore beaucoup. Il y a aussi le How to Play et le Rulebook. Alors oui, il y a le How to Play et un livret de règles. Donc le livret de règles pour vraiment entrer dans les détails des règles, et puis le How to Play pour vous prendre un petit peu par la main et vous accompagner dans les premiers scénarios, comme c'était le cas déjà pour Cloudspire notamment. Ensuite, vous avez tous les trays, alors c'est pas des game trays, mais c'est fait par Cheap Theory Games eux-mêmes, donc tous les inserts plastiques pour aller contenir l'essentiel du matériel, comme d'habitude dans leur jeu. Plus bien sûr tous les stretch goals qui vont être ajoutés progressivement durant la campagne. Ensuite, le gameplay, très brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque chose, mais donc on aura différentes races, on les a vu tout à l'heure, les Argonians, on aura aussi les High Elf, on aura aussi les Dark Elf, les Wood Elf, les Orcs, les Khajiits, donc ces fameux personnages à tête de chat. Ensuite, on aura les Impériaux, les Bretons, parce que oui, les Bretons sont représentés dans le jeu. On a aussi la Red Guard et les Nord, donc les Nordiques. Donc tout un tas de peuplades de l'univers de The Elder Scrolls, avec pour chacun leur propre spécificité, leurs propres points communs aussi, de ci, de là, bien évidemment, à prendre en compte lorsque vous choisissez de démarrer votre aventure. Ensuite, tout un tas de régions que l'on pourra aller explorer, avec pour chacune des régions leur propre spécificité là aussi, et vous pourrez connaître pas mal de régions de l'univers étendu de The Elder Scrolls que vous avez certainement déjà un petit peu exploré si vous avez joué un petit peu aux différents jeux vidéo de la série, tels que donc Black Marsh, High Rock, Morrowind, l'épisode le plus populaire je crois à ce jour, quoique Skyrim était aussi super populaire, donc Skyrim le dernier en date. Cyrodiil également. Ensuite, on a le gameplay sur les guildes, puisqu'on aura donc différentes guildes que l'on pourra choisir d'intégrer. La Fighters Guild, la guilde des mages, la guilde des voleurs, la guilde comment dirais-je, de la fratrie des ténèbres, en gros, de la fratrie sombre. Ensuite, on aura l'ordre des psychiques. Et puis The Undaunted, donc les inflexibles, en gros les indomptables on va dire, donc tout un tas de guildes que vous pourrez rejoindre en plus de vos particularités d'origine via votre faction, votre classe, etc. Ensuite il y aura, comme dans Too Many Bones notamment, une évolution, une personnalisation de vos personnages au fur et à mesure qu'ils acquièrent de nouvelles compétences. Vous en avez une partie ici avec les différents types de compétences que vous pourrez débloquer, que vous pourrez améliorer avec votre maniement des armes notamment, votre approche plus ou moins furtive, votre capacité à vous déplacer plus ou moins vite, ou à faire appel à tel ou tel type de magie, etc. etc. Donc ça aussi c'est super intéressant, ça vient ajouter une vraie profondeur de gameplay et certainement aussi une énorme variabilité qui vous permettra de vivre des aventures radicalement différentes à chaque fois que vous sortez le jeu. C'est directement connecté au character building justement, puisque vous pourrez aller donc enrichir et faire progresser votre personnage au cours de la partie en allant bien justement intégrer de nouveaux dés, en allant remplir certaines cases de votre playmat pour débloquer telle ou telle compétence, rendre votre personnage plus compétent dans tel ou tel dans tel ou tel type de comment dirais-je, de statistiques, disons les points de vie, la force, la défense, la furtivité, etc. etc.
Ensuite, le combat qui donc se rapproche un petit peu d'un mi-chemin entre Cloudspire et Too Many Bones. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Vous le voyez ici, ça ressemble un petit peu quand même à du Cloudspire sur le papier, avec les déplacements, les jets de dés, etc., etc. Même si les jets de dés sont, j'ai l'impression, plus présents qu'ils ne l'étaient que dans Cloudspire. C'est ça qui se rapproche un petit peu plus, notamment de Too Many Bones. Ensuite, l'exploration, bien sûr, avec l'ajout de nouvelles tuiles, les rencontres qui vont s'y dérouler, bien évidemment, etc., etc. La rejouabilité, puisque apparemment, donc, vous l'avez vu, hein, il y a une grosse variabilité dans le gameplay, avec les tuiles, les personnages, les classes, les factions que vous pourrez rejoindre, pas les factions, mais les fratries, quoi, en gros. Donc il y aura énormément de rejouabilité, vous pourrez aussi jouer avec différents personnages, pas forcément prendre les mêmes embranchements de quêtes, etc. Donc vous avez une rejouabilité assez énorme, en tout cas si on en croit ce qui est présenté ici. Ensuite, la rejouabilité, on nous le dit, hein, c'est 30 mainline, donc 30 lignes narratives principales, au sein desquelles vous aurez aussi des quêtes en plusieurs étapes, aussi des quêtes annexes, plus de 85 types de rencontres. Qu'est-ce qu'on a encore des quêtes annexes que j'ai déjà mentionnées? Bref, ils nous disent que combiner cela avec la variabilité des personnages, de leur customisation, de votre choix de direction vers telle ou telle compétence, etc., les classes à explorer, bref, vous aurez énormément de choses à découvrir et donc il y aura une rejouabilité assez folle. Ensuite, durant la campagne, vous avez aussi l'accès à une extension intitulée Valenwood qui vous permettra d'aller chercher quoi d'ailleurs? J'ai pas trop checké ça tout à l'heure, j'aurais dû le faire mais j'ai oublié entre temps. Ça inclut un nouveau deck de cartes de région, un nouveau deck de cartes de delve, ça va être des explorations de comment dirais-je, de grottes, de cavernes, etc. je crois, des cartes de loot, des cartes de reliques, des cartes d'aide de jeu également, bref, tout un tas de matériel que vous entreapercevez un tout petit peu ici pour enrichir le jeu encore un petit peu plus, même si l'extension n'est pas si fournie que ça en réalité. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Là, c'est que de l'anglais malheureusement. On va pouvoir passer directement du coup au shipping sans plus tarder, avec donc le shipping gratos. Est-ce que c'est vraiment gratos partout? Apparemment oui, puisqu'on nous le dit ainsi, hein, For this campaign, we are pleased to announce that shipping is included on all pages around the world. Donc le shipping, vous le prenez, vous le foutez derrière l'oreille. Il n'y a pas besoin de s'en soucier, c'est gratis, peu importe la région dans laquelle vous habitez. En revanche, les taxes, c'est autre chose. Hein, donc la TVA, par exemple, j'imagine, sera collectée peut-être à la suite de la campagne dans un potentiel pledge manager, j'imagine. En tout cas, donc attention, les taxes, oui, le shipping, non. C'est quand même un énorme bon point, mais attention, vous ne nous en tirez pas à si bon prix, il y aura quand même la TVA à payer, etc. Par contre, on en arrive au niveau de pledge, et là, ça pique. Parce que tout à l'heure, je parlais de PIB du Burundi pour ce qui était du pledge de The Thinning Veil. Pour The Elder Scrolls, on est plutôt sur un PIB digne de celui de l'Islande, voilà, on va dire. 195 $ le base game pledge. Base game, hein, uniquement le pledge de base, quoi. Hein. 195 $, c'est déjà quand même très cher. Et pourtant, vous le voyez, sur les 7700 contributeurs, il y en a 386 seulement qui l'ont backé. Donc on passe directement au pledge suivant, on a le Gameplay Bundle qui vient ajouter l'extension Valenwood, 230 $, ça rajoute au final que 35 $, c'est pas une si grosse différence que ça en réalité, et là on a 5200 pledges, donc c'est le pledge principal en fait qui est mis en avant durant la campagne, même si on a aussi un All-in Bundle pour près de 2000 personnes, qui rajoute les health chips, donc les chips de poker de santé upgradés, ainsi que une piste de dés en cuir, j'imagine. Ensuite, un artwork, un artbook rempli de lore officiel de The Elder Scrolls, et puis aussi des chip bags, donc des petits sacs pour contenir l'essentiel de vos chips de poker, par exemple. Là, le retailer, on s'en fout, c'est pour les boutiques. Donc voilà, vous pouvez potentiellement dépenser un tiers de SMIC approximativement sur ce jeu. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps sur GameFound. Je ne sais pas si c'est disponible pour toutes les campagnes sur GameFound, mais en tout cas, c'est le cas pour The Elder Scrolls, et c'est d'autant plus justifié pour Elder Scrolls que ça a été mis en place récemment. C'est le... comment ils appellent ça d'ailleurs? C'est le Stretch Pay, voilà, c'est ici. Le Stretch Pay qui vous permet de payer en plusieurs fois sans frais, si mes souvenirs sont bons. Donc par exemple, le Base Game Pledge à 195 $, vous pouvez le prendre pour 19,50 $ par mois.
Et oui, c'est l'ingéniosité de GameFound qui propose donc ce système de stretch pay qui vous permet d'aller échelonner vos achats sur plusieurs mois. Et c'est vrai que pour des types de jeux comme c'est le cas ici de The Elder Scrolls, c'est particulièrement intéressant parce que ça fait, en tout cas en termes de ressenti, un petit peu moins mal au fondement de payer 20$ par mois plutôt que de payer 200$ d'un seul bloc. Au final, c'est la même chose, hein, donc c'est juste ajouter un petit peu de margarine hein, pour faciliter un petit peu le processus, mais au final, la douleur sera la même, mais elle sera plus diffuse, on va dire, voilà. Ensuite, passons, on peut aussi prendre en add-on justement l'édition, l'addition, excusez-moi, l'extension Valen Wood. On peut aussi ajouter bien évidemment l'artbook, on peut aussi ajouter les petits sacs, on peut aussi ajouter le premium battle mat pour 60$ le battle mat quand même, ou encore les premium health chips pour 35$ de plus, le tapis de dés, etc., etc. Les stretch goals, on n'en parlera pas aujourd'hui bien évidemment, d'autant plus qu'ils sont très très nombreux. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, qui faisait aussi partie d'ailleurs de mon top 25 des jeux les plus attendus pour l'année 2023 de début d'année, qui la dernière fois que je vais regarder d'ailleurs il y a quelques jours était à plus de 4200 vues. Je crois que c'est peut-être la vidéo la plus vue de la chaîne à ce moment où je vous parle, donc c'est assez incroyable. Donc en gros, c'était un projet que j'attendais beaucoup, pas parce que j'avais l'intention de le backer, parce que pour le coup, non, j'ai pas l'intention de le backer. J'ai joué à Skyrim, c'est le seul épisode en jeu vidéo auquel j'ai joué dans l'univers de The Elder Scrolls. Xavier est bien plus fan que moi d'ailleurs de Elder Scrolls que je ne peux l'être. J'avais beaucoup apprécié le jeu, même si je préfère The Witcher par exemple, qui est bien plus comment dire, dirigiste, même si ça ne l'est pas vraiment, bien plus impliquant en termes de narration, je trouve, que ne peut l'être The Elder Scrolls, où tu es vraiment plus dans un aspect bac à sable, je trouve, même s'il y a une vraie histoire. Donc je me vois pas le hacker, mais j'étais quand même super intéressé par le jeu pour voir ce qu'ils allaient réussir à en faire, voir une première campagne de Cheap Theory Games avec une licence aussi populaire que peut l'être The Elder Scrolls. J'avais très envie de voir ce qu'ils pouvaient proposer, et ça allait être de la grosse qualité. C'est pas pour moi, mais ça allait être de la grosse qualité, aussi bien en termes de matos que de contenu en termes de gameplay, même si c'est certainement relativement classique une fois qu'on connaît Too Many Bones et quand même l'air d'avoir pas mal de points communs. Est-ce que ça se justifie du coup l'obtention de ce jeu-là en plus de Too Many Bones si on le possède déjà, d'autant que déjà Too Many Bones coûte aussi très très cher si l'on ajoute un peu tout le contenu qui s'est ajouté progressivement. Je sais pas, à vous de voir, si vous êtes très très fan de l'univers de The Elder Scrolls, forcément que oui, c'est intéressant. À voir, vous me direz évidemment ce que vous en pensez. Et ma foi, c'est tout pour le menu crowdfunding de cette semaine. Je le disais tout à l'heure, 1h18 en début de vidéo. Et en fait, je me dis que sur les 3 derniers projets qui étaient tous des gros projets de la semaine, à mon avis, je vais bien passer bien 35-40 minutes dessus, donc à mon avis, on va falloir plutôt tabler sur l'heure et demie assez facilement. Mais bon, c'est pas grave, je réussirai un jour à trouver exactement la durée du menu crowdfunding avant de le commencer. On verra bien, un jour je réussirai. Quoi qu'il en soit, c'est tout donc pour cette semaine du menu crowdfunding. J'ai encore répété quoi qu'il en soit, faut vraiment que j'arrête, que je vois quelqu'un. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'à ce moment, voilà, de la fin de la vidéo, qui sert généralement à pas grand chose, si ce n'est à vous dire au revoir, portez-vous bien, etc. Mais bon, ça me fait plaisir que vous restiez jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et si vous ne trouvez pas que je suis trop saoulant comme mec. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur les ludovores. Du coup, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.